Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre atelier 11, saison 2, épisode 12. L'atelier 11, c'est l'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs, même occasionnels, qui font le média télé. Je suis Antoine. Au-dessus de moi, ici, se trouve Serge Victor. Salut Serge, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va pas mal pour une fin du monde. On fait aller, quoi. Voilà, on va la passer ici, tranquillement, chez nous, dans notre atelier. On salue également Michel, qui est fidèle au poste dans le chat. Coucou Michel. Voilà, alors ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'émission, plusieurs raisons à cela. La première étant que l'équipe du média est sur le pont pour les contre-matinales quotidiennes, c'est pas facile. La seconde, c'est que presque tous les membres de l'équipe sont déjà passés par ici, et donc il nous fallait une nouvelle idée d'émission. Cette nouvelle idée, elle nous a été servie par Fabrice, alias le stagiaire, qui est ici. Salut Fabrice, comment vas-tu? Salut à tous. Salut Salut à tous, Fabrice. toutes, et les viewers, les sociaux. Salut Michel, que je vois pas là, mais Non, on la bonjour tout voit le pas, monde. Michel. Alors Fabrice, tu produis une nouvelle émission pour le média depuis 5-6 semaines. Et puis on a eu l'idée de faire un petit peu un débriefing de cette émission, d'en discuter ensemble, que tu nous la présentes un petit peu, qu'on en parle. C'est une émission assez courte, donc on va pouvoir en regarder une ou deux. Le principe, ça sera qu'on va regarder l'émission ensemble, et puis quand on veut arrêter, on arrête, on discute autour, et puis voilà, on fait ce qu'on appelle sur Twitch du react. Voilà. Ok, super. On va react tous Euh, ensemble. let's react React. together. Yeah. Ok, voilà. On va passer en mode télé, si ça marche, c'est notre nouveau décor. Salut Glarpin, merci de te manifester dans le chat. Alors voilà, et voilà, on s'est acheté une télé aux sociaux engagés. On vous la présente, vous la verrez bientôt avec le petit décalage. Et puis tout simplement, cette télé, elle diffuse YouTube. On ne s'est pas cassé la tête. Donc, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est qu'on présente les quelques premières secondes de la première émission. Ça va tout de suite vous donner le ton. On y va? On y va. C'est parti. Je le mets en plein écran. Vous savez ce que c'est que la misophonie? C'est quand vous souffrez d'une sensibilité exacerbée à certains bruits émis par d'autres. Quelqu'un qui se brosse les dents, qui se racle la gorge, qui éternue, voire simplement qui respire. Ça vous dérange, ça vous dégoûte, ça vous agace beaucoup, beaucoup. Bah moi j'ai ça, mais avec le langage bullshito, cool, inspirant des start-upers ou du développement personnel. Si j'entends le moindre penser en dehors de la boîte afin d'agir en entrepreneur de l'impossible, ou ça je le repère direct et ça me met mal à l'aise. J'ai regardé le discours de Christiane Taubira dimanche soir après sa victoire à la primaire populaire, et j'étais comme ça. Comme ça. C'est la nouvelle émission politique, on suit les candidats, on analyse ce qu'ils disent, moi c'est le stagiaire et nous jouons à qui veut gagner, l'Élysée. Alors qui a dit « Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir et nous continuerons à le faire en respect » Steve Jobs, Emmanuel Macron, David Laroche ou Christiane Taubira? Et nous continuerons à le faire comme vous le faites, en respect. C'est Christiane Taubira. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Elle choisit d'appeler un ami. Dimanche soir, c'est... Voilà. Alors, me fait on tout se marre rire. à chaque fois. Hein. Ouais. Serge, t'es Ah d'accord? oui. Ouais. On se marche. Même toi, Fabrice, tu arrives à te marrer J'avoue, encore ça me fait encore marrer. Ouais. à tes propres blagues, ce qui est quand même plutôt bon signe d'une façon générale. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on a une idée. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le concept? Comment l'idée est née? Comment t'es venue cette idée-là? Parce que voilà, quand même, c'était pas évident quoi, de mixer les deux. Ouais, initialement, on voulait quelque chose de plus fréquent, une nouvelle chronique un peu plus fréquente que les On sort les dossiers, et surtout centrée sur l'actualité de la campagne, donc passer en hebdomadaire au lieu de soit bimensuel, soit mensuel, et puis vraiment centré sur l'actualité politique de la campagne, façon chronique d'analyse politique, d'édito, de billets d'humeur. Pour l'instant, ça se met en place. Au 5e épisode, j'ai toujours pas trouvé la formule exacte que je voudrais imprimer, donc peut-être que je vais finir en fait toute la saison hein, sans vraiment savoir quel objet c'était. Mais l'idée, c'est ça, quoi, c'est de suivre un peu la campagne de manière à la fois analytique et décalée, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée tout d'un coup de faire, de partir sur Qui veut gagner des millions? Alors ça, on réfléchissait à un titre. Je
comment c'est venu, je sais plus, mais on réfléchissait à un titre de chronique où je proposais de faire quelque chose d'analytique, d'un peu plus, à la fois analytique, mais un peu plus rythmé que les On sort les dossiers. Et on s'est dit, ben, peut-être qu'on pourrait lui donner la forme de quelque chose d'un peu, un peu trivial, un peu télé, enfin, pour jouer sur le côté horse race, la course des petits chevaux, la métaphore classique qu'utilisent les politistes pour parler des élections. Et donc c'est là je crois que c'est Théophile qui a trouvé le nom en fait. Il s'est dit bah attends, on a qu'à faire un truc qui fait penser à un jeu télé et tout ça. Et c'est lui qui a trouvé le nom qui veut gagner l'Élysée. Donc on a pris, c'est trop bien. Et alors après on a demandé, c'est Kylian qui a fait le générique, qui est vraiment extraordinaire quoi. Ça va super bien, c'est vraiment jeu télé un peu débile. Et donc on est parti là-dessus et c'est ça du coup qui m'a fait avoir l'idée d'intégrer la petite séquence toujours après le générique de la parodie de Qui veut gagner des millions avec soit une phrase débile, soit une citation piégeuse, ce genre de choses. Alors, c'est marrant parce que Qui veut gagner des millions, ça a été aussi repris dans une autre émission sur Twitch. Alors, c'est pour ceux qui savent un peu, dans la sphère zététique, il y a un comédien zététicien qui s'appelle Clément Fraise. C'est son vrai nom. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Et qui fait une émission Twitch, c'est Qui veut gagner des bovis. D'accord. Voilà. Et par contre, alors lui, il a des vrais joueurs du public et il y a aussi des invités de la sphère sceptique qui j'ai vu récemment à Sermendax, de la Tronchambier, ou Astronomique aussi, qui sont passés. Mais eux, ils font carrément toute l'émission, quoi. La vraie émission, avec des questions sceptiques. Bon, voilà, c'est assez marrant. Donc, c'est un concept qui est bien repris, qui se prête à pas mal de reprises, en fait. Je sais pas si ça existe encore, en fait, Qui veut gagner des millions, ça passe encore à la télé, là, ça existe encore, ce truc? Alors, Je sais pas. qui a encore une télé? Ouais, en fait, je sais pas du tout. Parce que, en fait, quand je me suis lancé là-dessus, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des petits jeunes qui savent même pas ce que c'est que gagner, qui veut gagner des millions, en fait, donc ça leur parle pas, l'analogie. Je sais pas. C'est possible. Alors, Peut-être. dites-nous dans le chat si vous êtes jeune et si vous avez compris ça existe encore. si ça existe encore, si vous connaissez, même si ça n'existe plus, si vous connaissiez, si vous aviez compris la référence. Ça nous intéresse. Ouais. Bah, de toute façon, le format du jeu télé, j'imagine que c'est intemporel. Même si cette émission-là n'existe plus, j'en sais rien, il doit bien y avoir quelque chose de similaire à la place. Il y a l'équivalent. Hein, Ouais. Ouais, sûrement. Alors, au passage, Michel a mis 2 liens dans le chat. Le tout premier là-haut, c'est le lien vers la playlist YouTube pour que vous puissiez aller voir les émissions. Et l'autre, elle la mettra plus tard. En fait, elle a mis 2 fois le même. C'est très bien. Voilà. Bon, est-ce qu'on commence à se regarder c'est ça. Est-ce qu'on commence à se regarder une émission et puis, et puis on y va, on fait comme ça. Allez, alors on va dire Mélenchon, au hasard. C'est parti. Parce qu'elle est récente et qu'on a vu Taubira, c'est presque déjà dépassé, même si je pense que rétrospectivement, C'est de la préhistoire, Taubira maintenant. C'est vrai. Regardez cette émission maintenant avec tout son discours décrypté et puis voir comment ça a fini en autre boudin vegan, c'est un peu triste, quoi. Allez, on se regarde Mélenchon, on se le met en grand écran. Alors aujourd'hui, on va étudier la différence entre l'Avenir en commun, l'Union populaire, la France insoumise, Nous sommes pour et le parti de gauche. Non, je déconne, j'y comprends rien. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, vous avez qu'à y réfléchir. On va plutôt se... Alors, premier arrêt. Est-ce que tu t'es renseigné depuis? Est-ce que tu as compris quelle était la différence entre tous ces trucs? Non, toujours pas. Il n'y a que des militants chevronnés qui sont capables de comprendre la différence. Non, mais tu sais, c'est quelque chose qui m'est venu, en fait, quand ils ont lancé l'Union populaire, je ne sais plus si c'est après le site Nous sommes pour, ou légèrement avant, je ne sais plus. C'est après, je crois. Ouais, donc en l'espace d'une ou 2 semaines, tu as tout l'écosystème, tout l'environnement France Insoumise qui te pond 2 initiatives. Et en fait, je me dis, quand tu regardes ça de loin, ça ne te parle pas du tout. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Et tu vois qu'en réalité, en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, le seul trait d'union que tout le monde suit, en fait, c'est la figure de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, quelqu'un d'extérieur
il comprend absolument rien entre. Non, mais ça, c'était nous sommes pour, c'était pour soutenir de manière citoyenne la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ah non, non, ça c'est l'Union populaire. Attention, c'est le truc qui permet d'intégrer dans la campagne d'autres éléments, des simples citoyens ou d'autres partis, si vous voulez, d'autres que la France Insoumise. France Insoumise qui déjà est un truc qui n'est pas un parti, etc. Et en fait, ça devient illisible, tu vois. Nous, enfin, je sais pas pour vous, mais évidemment, comme on suit ça de près, on connaît ça par cœur, et on comprend même les justifications politiques qu'il y a à dire maintenant c'est l'Union populaire et pas la France Insoumise, mais quelqu'un d'extérieur ne comprend strictement rien. Il te manque même trois figurines Panini, en fait, dans ta collection. Il y a eu aussi le M6R, le Mouvement pour la 6ème République. Ça aussi, c'était Mélenchon. Bon, il y a eu le Front de gauche, qui était avec le PC et Ensemble et tout ça, mais c'était quand même aussi la candidature de Mélenchon. Et avant le parti de gauche, il avait fait un truc qui s'appelait PRS. Si, je crois que c'était ça, pour une république sociale, un truc comme ça. C'est une sorte d'association, c'était pas encore un parti. Mais voilà. Donc, Et il y a aussi les partis sont des coquilles dont il peut changer assez rapidement. Ouais, moi, je m'imagine ça un peu comme des poupées matrioshka, tu sais, Ouais, des poupées c'est russes, ça, en fait, où t'as un truc et t'as le gros machin Union populaire. Ah, c'était la France Insoumise, en fait, dessous. Ah, bah tiens, c'était pas gauche, en fait. Et en fait, à la fin, il y a le grand leader, Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce qu'il est tout en haut, est-ce qu'il est le plus gros, ou est-ce qu'il est tout en bas, le tout petit à l'intérieur, au cœur du truc? Je me suis exactement posé la question parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'illustrer ça de manière à la fois pédagogique et un peu moqueuse, j'avoue, un peu ironique, avec les poupées, mais en fait, et donc je me suis posé cette question, finalement, qu'est-ce que je mettrais dedans? Est-ce que ce serait Mélenchon tout petit ou est-ce que c'est celui qui englobe tout? Mais en fait, c'est une assez mauvaise quand même analogie parce que c'est pas vraiment, à chaque fois, il n'y a pas quelque chose qui est entièrement imbriqué ou englobé, parce que l'idée d'union populaire, c'est justement que ça englobe plus large que la stricte France Insoumise. Donc bon, j'ai laissé tomber l'analogie, mais c'est vrai que c'est rigolo. Et est-ce que dans ta liste, j'ai même pas fait attention, est-ce qu'il y a le Parlement populaire qui est encore autre chose? T'as raison, parce que ça encore, ça parle à très peu de personnes. Alors nous, on suit, parce qu'évidemment, on connaît des gens qui y sont, on peut regarder un peu qu'est-ce qu'ils font comme travail, mais en même temps, le Parlement populaire, c'est pas fait vraiment pour parler au grand public. C'est pas le but du jeu, c'est plus une manière de produire du savoir en interne. Je pense que ça, c'est aussi la couche préparatoire, on va dire, sur le tableau. C'est la couche de préparation pour les législatives, quand même, je pense. D'accord, ok, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Ouais. Mais ça reste quand même dans un environnement plutôt militant, à mon avis. Ouais. C'est pour racoler des personnalités, quoi. Pour racoler des personnalités. Je pense à Émeric Caron, par exemple. Tu vois, Émeric Caron qui a dit qui rejoignait l'Union populaire pour discuter, etc. C'est à la fois un appel des membres et des sympathisants de son petit parti, le Rêve Parti, à voter pour Mélenchon. Mais tout de suite, la question a été posée, est-ce que vous allez être candidat aux législatives? Il n'a pas dit non, quoi. Donc, il n'a pas trouvé la question un petit peu bizarre. Et voilà, donc il y avait ça. Bon, allez, on continue, on y retourne. Regardez des éditorialistes bien mainstream devoir concéder que Mélenchon est le numéro 1 à gauche. Ça, en ce moment, c'est mon petit plaisir, mon petit feel-good, parce que la tête de Routel Krief ou de Christophe Barbier, quand on leur met sous les yeux un JLM à 12%... c'est pas beaucoup. Donc on va se poser, avec un petit lait fraise, et on va jouer à « Qui veut gagner l'Élysée ?» Allez, c'est reparti pour les génériques. Vous levez la main tous les deux, parce que si vous voulez que j'appuie sur pause, n'hésitez pas. Ok. Alors, j'ai encore une autre question. Est-ce un hasard si Mélenchon, c'est le plus gros cheval dans le générique? Il est plus gros que tous les autres. C'est un message subliminal. Alors, il est plus gros, alors c'est peut-être un effet d'optique, mais alors ça veut dire qu'il est devant tout le monde et que les autres sont derrière quand même. Oh là là, l'analyse. Attends, mais aussi je crois qu'il est sur du jaune, non? Il est sur du jaune. Gilet jaune. Ah ouais. Je pense qu'il faudrait faire une analyse graphique, tu sais, une analyse sémiotique ou sémiologique de ce qu'a voulu dire Kylian dans son truc. Il a voulu dire qu'en fait, il n'était pas tout à fait rouge. Je pense qu'on va convoquer Kylian avant longtemps. Il n'est jamais passé ici parce que c'est un membre de l'équipe assez récent. On n'a pas encore eu l'occasion. On va le convoquer un de ces jours. Allez. Alors qui a dit « Le vote utile est un vote futile » ? Fabien Roussel ? Jean-Luc Mélenchon ? Olivier Véran ? Ou Jean-Luc Mélenchon ? Vous voyez, il y a encore un petit piège là.
Le vote utile, c'est toujours un vote futile. Parce que le seul vote qui est important pour une citoyenne ou un citoyen, c'est celui qui fait le bien de tous. Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais celui de 2017. Le vote Mélenchon, c'est pas le vote utile, c'est le vote futile. Ouais, il y a aussi Véran, en fait. C'est l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, Ségolène... Pardon, Serge, excuse-moi, Pardon, j'étais c'est bon, happé, c'est bon. j'étais happé par l'émission. Vas-y. Et Véran, il a dit ça quand alors? Véran, ça Dans quel doit être, contexte? il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Il passait au grand jury, là, et à la fin, on lui pose des questions politiques, et je crois qu'on lui parle de Mélenchon qui a dit quelque chose sur la politique. Non, je crois que simplement, il est interrogé sur la marche générale des sondages des différents concurrents, et il dit... Non, je crois que ça doit... le journaliste devait citer Mélenchon en train de critiquer la politique sanitaire et Macron, et Véran a fait son malin. Oui, bon, Mélenchon sert à rien, il s'oppose stérilement, etc. Ah. Et à ce moment-là, le journaliste a dû lui dire quelque chose du type oui, mais quand même, il est bien placé dans les sondages, comme ils font toujours, parce qu'eux, ils regardent tout ça, en fait, ils s'en fichent du fond. Et donc Véran a répondu ça. Parce que lui aussi jouera sur le vote utile le moment venu avec le barrage contre En quelque sorte, ça fait droite, 5 je ans. sais pas quoi. Enfin, ils font que ça de toute façon. Ça fait 5 ans qu'ils ne font que ça, en fin de compte. Ouais. D'un point de vue politique ou électoral, c'est ça. C'est nous ou Marine Le Pen. Ouais. En gros, on peut dire que cette phrase, elle fait partie des petites phrases toutes faites qu'on ressort un petit peu quand on veut, quand ça nous arrange, quoi. C'est ça fait bien. C'est le sac, ça sonne bien parce que voilà, il y a un petit. Alors, Miss Declic qui nous dit bonjour, qui vient d'apparaître sur le chat. Bienvenue, bonjour et bienvenue à toi. Hello. J'espère que tu vas apprécier, que tu vas rester, surtout. On continue? On y va. Alors, donc, on était sur Ségolène Royal qui avait lancé les hostilités, enfin, entre guillemets, pour le vote utile de Mélenchon. Royal, qui a officiellement lâché le terme la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles, est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups. C'est lui. Alors là, j'arrête parce qu'il y a un truc intéressant quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle dit c'est lui qui est cultivé, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Et pendant tout le temps, on voit qui? Taubira. Alors, encore une analyse. C'est un message subliminal aussi. Ouais. Mais oui, c'est un hasard. Oui, c'est un hasard, mais quand même, malgré tout, ça laisse des traces, peut-être. Hein, je ne sais pas. Alors, la question quand même qui se pose, c'est ce soutien de Ségolène Royal à Mélenchon. Est-ce que ça va le servir ou est-ce que ça va le plomber? Parce qu'être soutenu par Ségolène Royal, c'est pas forcément un cadeau, quoi. Ben non, parce que globalement, c'est la gauche dont il aimerait se détacher. C'est-à-dire, vraiment, il essaye de marquer dans sa communication politique vraiment une rupture avec cette gauche-là. Mais à la fois, il a besoin de soutien ou de crédibilisation par des personnalités comme ça. Mais bon, je pense que dans sa tête, il doit se dire, mais je pourrais bien m'en passer, en fait. Ouais. Mais est-ce qu'elle ne nous fait pas une petite valsite de gauche, c'est-à-dire essayer de se raccrocher au wagon en considérant que, étant le mieux placé, le seul qui a une chance, c'est à gauche, c'est Mélenchon, et peut-être qu'elle essaye de se scratcher comme ça à lui? Je sais pas. Moi, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un peu gros pour. Je pense pas que ce soit opportuniste de sa part pour essayer de se caser dans un éventuel gouvernement Mélenchon. Encore que ces personnalités sont tellement opportunistes qu'on ne sait pas vraiment. J'ai plutôt pensé à un profil à la Valéry Giscard d'Estaing peut-être du début des années 2000, c'est-à-dire le gars qui revient en mode troll quand il avait proposé. Non, c'était même avant la fin des années 90, donc ou vers 99 ou 98, quand il avait proposé le quinquennat, en fait. Ça me fait penser à ça, en fait, le vieux président qui revient, qu'on n'interroge plus tellement, et puis il revient à lâcher une bombe, en fait, comme ça. Je crois que c'était parti de lui, l'idée de faire un référendum sur le quinquennat. Ouais, je crois bien. C'est possible, ouais. Et ça devait être 2000, peut-être, ce machin. Bon, on peut se dire qu'elle est juste en manque de projecteurs et de paroles publiques. Elle a peut-être une petite vengeance à assouvir aussi contre le PS. Je
Je crois que c'était Peut-être qu'il faut. des sénatoriales ou un truc comme ça, donc elle a peut-être Ouais, une c'est vrai qu'en revanche. termes de positionnement politique, il faudrait peut-être plutôt le voir comme ça, davantage qu'essayer de se raccrocher positivement au wagon Mélenchon, plutôt de manière négative et critique, envoyer des petites boulettes à ses anciens camarades. Je pense que c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait l'entendre, je crois. Ok, allez, on y va. Le plus solide. Le vote utile, c'est-à-dire le fait de voter non pour son candidat favori, mais pour celui qui a le plus de chances de faire le meilleur score. Ça fait 20 ans que les socialistes culpabilisent les électeurs des petites formations de gauche par l'appel au vote utile pour le candidat du Parti socialiste, donc c'est assez ironique de voir que les choses s'inversent. Il n'y a pas de match à gauche, c'est lui en tête. L'insoumis fait depuis le début la campagne en tête, mais depuis 2 semaines, il réalise une échappée, comme on dit en cyclisme. Les sondages le donnent à 11,5%. C'est la conjonction d'une petite montée de Mélenchon et d'une baisse de ses concurrents, notamment due à l'arrivée de Taubira. Son poursuivant de gauche le plus proche, Yannick Jadot, est donné à 5%. En 2017, à la même période, Benoît Hamon brandissait le vote utile contre Mélenchon parce qu'il le devançait de 2 ou 3 points. À la mi-mars, les courbes se croisèrent. Jean-Luc Mélenchon devenait le vote utile pour des électeurs socialistes qui voyaient leur candidat baisser de sondage en sondage. Il est, lui, dans l'idée qu'il peut refaire le scénario de la dernière campagne, c'est-à-dire il était peu de temps auparavant sous-estimé aussi, puisqu'il est longtemps resté à 10, 11, 12%, et il a fini à la dernière élection à 19%. C'est donc pour le moment un pari réussi pour les insoumis. En évitant tout accord ou primaire avec les autres partis, ils comptaient en fait sur une sorte de primaire dans les sondages pour les placer en tête à partir de janvier ou de février. À partir de maintenant, ils pourraient bien faire jouer le vote utile auprès des électeurs des autres formations de gauche. Aujourd'hui, beaucoup d'électeurs du Parti socialiste, du centre-gauche, de ces sociaux-libéraux, ils préféreraient avoir Mélenchon au 2e tour que d'avoir Marine Le Pen, Zemmour ou Valérie Pécresse. Ah, Serge, ton micro est coupé, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu as fait exprès ou pas. Ah oui, j'ai un petit souci domestique. Pas de souci. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir Mélenchon au 2e tour et pas Pécresse? Alors Pécresse qui a l'air du coup là, qui a croisé la courbe avec Mélenchon sur certains sondages récemment là, qui est passé derrière lui. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui souhaitent avoir Mélenchon au 2e tour plutôt que Pécresse ou Marine Le Pen? Je sais pas. On n'a pas l'impression. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, quand j'ai mis cet extrait de Roland Quérol, après au montage, enfin en réfléchissant, je me suis dit, mais j'avais classé cet extrait comme grosso modo éditorialiste habituel ou opiniologue, scandologue qui déblatère, mais qui cette fois-ci est plutôt positif sur Mélenchon. Mais en fait, le fond de son argument, en fait, je crois pas qu'ils tiennent vraiment. En fait, je le vois pas. Ce que vont dire les sondologues ou les éditorialistes juste après, là, dans la vidéo, me semble plus approprié. Mais là, en fait, je sais pas pourquoi il sort cette analyse-là. Parce que il a l'air de nous dire, grosso modo, que Ségolène Royal, que des profils comme Ségolène Royal, il y en aurait plein au PS, par exemple. Il y aurait plein de sociaux-libéraux qui se diraient « Ah ben pourquoi pas », etc. Alors que j'ai plutôt l'impression que ce sont des profils qui... Enfin, ce sont les profils qui... jusqu'au bout, vont essayer de repousser le vote utile pour ne pas avoir à voter vote utile, voire finalement fileront vers Macron si besoin et abandonneront Hidalgo sans aucun problème. Donc on a vu Rebsamen aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 2-3 jours, qui s'est carrément directement, qui a directement appelé à voter, même pas pour le PS, mais directement pour Macron, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a eu Guigou aussi il y a quelques jours. Qui ça? Guigou, Lisa. Je ne connais pas. Il y a quelques temps, Bon, bah alors, puisque tu nous dis que ça va être plus réaliste après, on y va. Et que dans ces conditions, si Mélenchon le joue bien, il n'est pas mauvais en campagne électorale présidentielle d'habitude, il y a peut-être un petit chemin. Alors pour ne pas être accusé de se contredire... Le vote utile, c'est toujours un vote futile. Les insoumis ont développé un petit élément de langage. Moi, je préfère parler de vote efficace. Pourquoi nous n'aimons pas la terminologie de vote utile? Parce que par le passé, nous en avons souffert nous-mêmes et que nous considérons qu'en démocratie, il n'y a pas de vote futile. Voilà, il n'y a jamais trop de démocratie. Les électeurs doivent pouvoir se déterminer
et à la rigueur, tout le monde est légitime à pouvoir présenter ses options devant les Français. Il essaye de défendre l'idée que les gens ne vont pas vers l'Union populaire parce que Mélenchon serait le mieux placé dans la course des petits chevaux, mais parce qu'il est le seul à pouvoir rompre efficacement avec le libéralisme autoritaire de Macron, contrairement aux sociolibéraux du Parti socialiste ou à des partis comme Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste, qui sont toujours tentés de renouer des alliances avec le Parti socialiste. Mais ce qu'il y a de remarquable depuis une dizaine de jours, c'est que les éditorialistes s'entendent pour donner une sorte de prime à Mélenchon par rapport aux autres candidats de gauche. Tiens, tu vois, là, tu vois, les petits secrets de fabrication, c'est que là, on doit être à la moitié de la vidéo à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. On Tu vois, est il y a- à 4... Ouais, c'est ça, ouais. À peu En près. fait, il va y avoir un petit basculement, c'est que tu vois, j'ai construit la vidéo en fait où tu as pendant 2 minutes, tu avais un côté un petit peu analytique, enfin un énoncé des faits et du contexte, grosso modo. Et puis là, on va passer à quelque chose une séquence un peu plus rapide, plus sympathique et tout ça, mais qui va être quand même, disons, structuré un peu intellectuellement par Bourdieu. Donc j'aime bien en fait passer comme ça, changer de ton. Ouais, voilà. Ouais, je trouve que ça rythme bien les vidéos de faire comme ça. Alors, pour reprendre une célèbre formule, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais, c'est Ouais. ça. Dans le genre vote utile, vote futile, on a celle-là aussi qui est pas mal. Allez. On s'en écoute quelques-uns. C'est peu probable, mais c'est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour, je suis désolé. Une partie de l'électorat de gauche peut se dire le vote utile. Oui. Et là, il y a des bons meetings, ça monte, il y a des idées intéressantes. Jean-Luc Mélenchon, à mon sens, je fais pas de pari, mais je pense qu'il ira beaucoup plus haut dans cette campagne. C'est le troisième. On n'est pas à l'abri d'avoir une surprise qui concernerait Jean-Luc Mélenchon. Il faut se représenter comment travaillent ces squatteurs de plateau. Ils doivent dire quelque chose tous les jours, dans une chronique ou dans un débat. Pour savoir quoi dire, il faut une chose très simple. Ils écoutent ce que leurs collègues ont dit, et ils répètent. Et ça se recopie, et ça bavarde. Il se forme donc des boucles, au sein de laquelle une information devient à la mode, se répète et passe pour importante auprès de tout ce petit monde. C'est ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information. En fait, les réseaux sociaux n'ont rien inventé en termes de bulles. Ouais. Disons que le concept de circulation circulaire, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Le truc, c'est que il l'a proposé. Enfin, ça vient d'une conférence qui s'appelle le champ journalistique qu'il avait donnée en 96 là, à la télévision. Et je crois que l'expression circulation circulaire n'apparaît même pas dans son exposé oral, mais apparaît juste dans une note qu'il a rajoutée après coup, dans la version qui a été éditée à la collection Raison d'agir. C'est groupé, il y a la conférence sur la télévision et le champ journalistique. C'est les deux conférences qu'il a faites en même temps. Et donc circulation circulaire, ça apparaît je crois qu'une seule fois dans le texte, et encore c'est une note qu'il a rajoutée après coup. Et en fait, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment travaillé empiriquement ou théoriquement. Ça lui est venu comme ça, mais du coup, c'est resté. C'est qu'en analyse des médias, en analyse de la sociologie du journalisme, on utilise beaucoup ce concept, même si beaucoup de sociologues disent que c'est pas vraiment un concept qui a été travaillé par Bourdieu de façon scientifique, comme il a pu travailler d'autres concepts. Par exemple, il est réputé... Pierre Bourdieu, on le convoque souvent dans des espaces militants pour parler des médias, pour la critique média, pour son analyse du journalisme, mais en réalité, c'est sans doute un des thèmes qu'il a le moins travaillé au sens d'une sociologie rigoureuse, empirique, qui travaille sur des données. Ça doit être un des thèmes qu'il a le moins bien travaillé de tous les thèmes qu'il a pu aborder dans sa vie, en fait, alors qu'il est très connu pour ça. On aurait pu le convoquer aussi pour parler de Ségolène Royal. Il y a une scène célèbre de la sociologie et du sport de combat. Il y a un extrait assez célèbre de La sociologie est un sport de combat qui parle, où il fait une analyse un peu bidon sur le comportement de Ségolène Royal, qui est quelqu'un de droite, ça se voit, dit Bourdieu. Donc tu vois toute la rigueur scientifique de Bourdieu qui finalement devient une pauvre remarque triviale. Ça se voit, elle est de droite, quoi. C'est vraiment génial, c'est tellement drôle. Il y a une dimension en fait trollesque chez Bourdieu qui est indéniable. On dirait pas que ça reste sur le côté et son petit panneau Joyeux Noël qui vient casser le sérieux de la bibliothèque comme ça, c'est vrai finalement. Hein, oui, parce que chers amis qui regardaient le live,
nos invités ont un retour tout petit, contrairement à vous qui voyez l'émission en grand. Nous, on a un retour tout petit. Voilà. Allez, on continue. Pour savoir ce qu'on va dire, il faut savoir ce que les autres ont dit. C'est à la fois pour être dans le coup, pour voir ce qu'ils ont fait, etc., pour se démarquer, mais se démarquer, c'est souvent des différences infinitésimales auxquelles les journalistes accordent une importance fantastique et qui passent complètement inaperçues des téléspectateurs. Tu peux avoir un Mélenchon à 10% pendant des mois, mais les journalistes politiques, ils sont comme ça. Oui, alors la campagne d'Hidalgo, oui, trop bien. Et d'un seul coup, la machine s'emballe. Moins parce que Mélenchon a réussi à gagner 1%, que parce que cette information a réussi à rentrer dans cette circulation circulaire qui permet aux éditocrates de bavarder. On a niqué TF1. Bon, alors ça... Sauf que cette fois-ci, on n'a pas le « Ah, Mélenchon, Venezuela », mais on a plutôt du « Mélenchon, dynamique intéressante ». Jean-Luc Mélenchon mène une très bonne campagne. Et ça crée un climat. Ça contribue à installer dans l'opinion publique l'idée qu'un accès au second tour est possible. Ce qui peut produire des dynamiques auto-réalisatrices. Les gens peuvent se dire que les propositions de Mélenchon ne sont pas condamnées à rester une utopie. Le risque étant que cette mise en avant ne se réduise à une question de sondage, de dynamique abstraite, de vote utile, éclipsant le fait que les insoumis parviennent à convaincre, que leurs propositions ou leur positionnement rencontrent des attentes réelles dans le pays. Et s'il y a bien une chose qui ulcère ces éditorialistes, c'est bien ça. Ben oui, je suis une tortue sagace, d'accord. Serge, est-ce que dans leur circulation circulaire, là, est-ce qu'en fait, ils jouent pas aussi un peu à se faire peur? Parce que ça leur fait peur, en fait, l'idée d'un Mélenchon qui serait au deuxième tour et voire qui l'emporterait. Mais du coup, ils y croient pas non plus vraiment. Donc en fait, ils créent un événement médiatique parce qu'il faut qu'ils aient un récit à raconter. Ouais, tout à fait. Parce qu'en gros, la campagne voilà, est pas passionnante. Donc parler d'un Mélenchon qui a des trucs à dire, ça leur permet de vendre un peu d'antenne. Et puis ça leur permet de jouer à se faire peur. Mais est-ce qu'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils racontent? Non, je pense pas. Ce qui est premier, à mon avis, c'est vraiment là ce que Bourdieu appelle la circulation circulaire. Il y a quelque chose d'assez trivial, c'est juste qu'ils se mettent tous à en parler en même temps, et ça devient l'information dont il faut parler pour être dans le coup pendant une semaine. C'était il y a 2-3 semaines. Et je sais pas s'ils y croient vraiment. Parce que même la dynamique sondagière est pas non plus incroyable. C'est pas une dynamique comme on a vu, par exemple, 3 semaines ou 2 semaines avant le premier tour en 2017. Ça va peut-être venir, hein. Mais ils vont peut-être prendre peur, ce sera un peu plus tard. On a vu en 2017, on a vu qu'ils ont pris peur, mettons, 2 semaines avant le premier tour. Je me souviens d'un passage de Mélenchon, je crois que c'était Mélenchon à France Inter, où là, les éditorialistes ou les deux animateurs, vraiment le pilonné, c'était à l'époque où il attaquait sur le Venezuela ou sur comment dirais-je, l'adhésion à l'ALBA, c'est ça? Je crois que c'était ça. Oui, l'ALBA, oui, on a fait des tonnes avec ça. Donc, je crois que c'était Léa Salamé qui avait déterré toute fière dans le programme. Ah, vous voulez faire une alliance avec toutes les dictatures du monde, etc., sud-américaines, c'est la catastrophe. Et là, en fait, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, bon Dieu, il va peut-être y avoir cet héritier du socialisme ou de la social-démocratie réelle passer au deuxième tour. Et là, ils ont vraiment pris peur, ça se voyait. En fait. Là, pour l'instant, ils en parlent juste comme d'un événement, comme d'un feu follet ou qu'un phénomène qui va éthérer, qui va sans doute disparaître plus tard, parce que ce qu'ils veulent, c'est Le Pen versus Macron en deuxième tour. Ils ont prévu toute leur chronique là-dessus, c'est ça qu'ils veulent. Mais néanmoins, faire un peu de récit, un peu de storytelling pendant une campagne où on s'ennuie. Alors justement, la question qui reste posée, c'est comment cette information ou comment ce sujet a réussi à rentrer dans la boucle? Est-ce que ça ne peut pas traduire quand même une certaine dynamique de la campagne et des militants qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, alors, notamment sur Twitter qui est très fréquenté par les journalistes, on le sait. Est-ce que ça ne peut pas venir de là, par exemple? Bon, je pense que le premier phénomène d'abord, c'est en effet une succession de sondages ainsi que de rolling quotidiens qui vraiment commençaient à faire monter Mélenchon à 11. Il était passé à 12%, je crois, au moment de la vidéo dans le rolling IFOP.
Donc bon, faut savoir qu'il le matin, à 7 heures du matin, c'est ça qu'il regarde en premier pour savoir quoi faire comme chronique. Et en effet, il y avait une dynamique objective, objective au sens des sondages, Oui. qui se mettait en place. Mais je crois qu'après, en effet, c'est vraiment le phénomène que Bourdieu appelle circulation circulaire de l'information qui se met en place avec un aspect autoréférentiel, c'est-à-dire que chacun parle en fait de ce dont l'autre a déjà parlé. Et alors, la question, comme je la pose, c'est la question, c'est savoir évidemment comment on met ça dans la boucle. Donc évidemment, aujourd'hui, Twitter permet de faire un bon forcing pour rentrer dans la boucle des journalistes à partir de quand on arrive à propulser un hashtag en trending, dans les tendances Twitter. Mmh. Après, il y a d'autres formules classiques pour le faire, hein, mais en effet, je sais pas, je saurais vraiment pas dire en fait. D'ailleurs, en fait, qui pourrait vraiment repérer le précurseur? Je sais pas. Je me souviens pas qui en a parlé en premier, enfin qui a commencé à dire en premier. Et il pourrait être au deuxième tour. Je sais pas exactement la chronologie. C'est ça. Oui, exactement. Non, c'est vrai, on le trouvera pas en fait. Ouais. Clarpin fait remarquer qu'on pouvait s'attendre au même phénomène Venezuela en 2022 avec Poutine, sauf que ça prend pas. Enfin, la ficelle était un peu trop grosse, quoi. Où tout le monde a trop tapé dessus pour qu'on se. Je sais pas. Est-ce que ça marche? Ben, apparemment quand même un petit peu, mais ça dépend. Il y a en fait un certain nombre de problèmes. C'est que par exemple, il y a une partie de ce que dit Mélenchon, il y a une partie de ses positions sur la manière de régler le conflit ou d'aborder le conflit qui est un appel à différentes conférences de paix et de continuer à discuter avec la Russie, c'est-à-dire ne pas le traiter comme un strict ennemi avec lequel on rompt absolument toute discussion. Le problème, c'est que ce positionnement, c'est aussi celui de Macron, au sens où il continue à discuter, il se met en scène en train de discuter avec Poutine. Donc, c'est difficile de tenir le discours d'un Mélenchon qui continuerait à proposer un positionnement poutinophile, très pro-russe, etc., comment dirais-je, très défaitiste et très munichois, de dire il faut continuer à parler avec Poutine, quand Macron, c'est-à-dire l'idole absolue de tous ces éditorialistes, en fait, fait exactement ça. Donc bon, évidemment, ils attaquent, ils sortent les petites phrases du passé, ou même ils essayent de détecter ce qui, dans son positionnement actuel, peut relever d'un biais un peu trop pro-russe. Mais je pense pas que ça marche tellement, en fait. Ça marche peut-être auprès des électeurs sociolibéraux, sociodémocrates, qui sont rivés, par exemple, au Parti socialiste ou pour certains à Europe Écologie Les Verts, parce qu'on voit que ceux qui pilonnent le plus sur Mélenchon, presque encore plus que la Macronie, c'est Hidalgo et Jadot, en fait. J'ai presque l'impression que... Parce que la Macronie, eux, ils sont en train de taper pas sur Mélenchon en tant que Mélenchon, mais sur Mélenchon en tant qu'il appartiendrait au gang des poutinophiles avec Zemmour et Le Pen. Donc ils essayent de faire un prix de gros sur ce qu'ils appellent les extrêmes en disant, les extrêmes, ils sont poutinophiles. Tandis que Hidalgo et Jadot, là, ils y vont, ils se disent, il y a un coup à jouer là-dessus pour essayer d'enfoncer un peu Mélenchon. Donc c'est eux qui tapent le plus sur Mélenchon en tant que Mélenchon. Mais pour l'instant, je crois pas que ça ait beaucoup d'effets. Hein. Il me semble pas. Et puis surtout, Mélenchon et ses équipes de communicants, ils sont vraiment aussi à la réponse. Ils n'hésitent pas à répondre partout, encore une fois, très présents sur les réseaux sociaux pour répondre, quoi. On voit se multiplier des déclarations de Mélenchon sur presque la moitié de sa carrière pour dire que non, en fait, il n'était pas là. Voilà, regardez ce qu'il a dit en 1999, regardez ce qu'il a dit en 2001. Donc voilà, c'est vraiment un combat des idées pour le coup des idées ou des techniques en tout cas qui se mènent là. Et je pense que je pense que cette stratégie de réponse, cette stratégie de communication pour répondre aux critiques, en fait, est rendue assez facile parce que les critiques sont mauvaises. Ils essayent de montrer que Poutine a un biais. Que Mélenchon a un biais. Un biais pro-Poutine. Il essaie de montrer qu'il a un gros biais. Il l'accuse d'avoir un gros biais pro-Poutine, pro-russe, pro-Russie. Alors que je pense qu'ils auraient été bien plus efficaces s'ils l'avaient attaqué en disant qu'il a un biais trop anti-atlantiste
Ouais. qui le fait, comment dirais-je, tenir des positions parfois un peu trop favorables à la Russie, à la géopolitique russe, par exemple. Parce que là, à mon avis, il aurait été beaucoup plus en difficulté de répondre à une objection comme ça. Vous êtes un peu trop anti-atlantiste, ce qui vous amène, dans une perspective un peu campiste, en fait, à défendre Ouais. parfois Ouais, trop, c'est ça. le camp russe. Et au lieu de ça, ils ont essayé de montrer bille en tête qu'il était un poutinolâtre, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Enfin, je pense que c'est faux. Et du coup, on peut le montrer à partir de ses positions antérieures. Donc, ils lui ont facilité la tâche pour répondre à ça. Moi, si j'avais dû attaquer Méluche, j'aurais pas fait comme ça, quoi. Je l'aurais enterré plus facilement, mais il s'est sauvé, donc voilà, quoi. Bon, personne n'entend. Personne n'entend. Tu vas prendre une flopée de trolls insoumis. Allez-y, les insoumis, je vous attends. Allez, on y va, on continue. Je suis une tortue électorale. Hein. J'avance doucement, mais j'avance et j'épuise les lièvres. Ben on verra ça. On se retrouve la semaine prochaine. Ah bah voilà. La tortue tenace, c'est la petite bête qui monte. Car comme dirait Fabien Roussel, rien ne sert de l'ouvrir. Il faut la cuire à point. Bon ben voilà. Tu vois, le petit secret de montage, là, c'est qu'en fait, cette blague à la fin, je voulais la couper au montage, parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Trop, c'est trop. J'avais improvisé, tu vois, sur le tournage. Aujourd'hui, on va Je me apprendre suis dit, comment non, faire. Hop, 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 on excusez-moi. peut pas mettre ça, quoi, c'est tellement honteux. Et en fait, je me faisais tellement rire tout seul avec cette connerie que je l'ai quand même calé à la fin. Parce que c'est tellement un bon client, Roussel, là-dessus. Donc, Ah bah là, pour le coup, ouais, c'est facile. Hein. C'est facile d'y aller, quoi. Donc, cette émission, tu as dit qu'il y avait plusieurs styles hein, que tu savais pas, enfin, que tu n'avais pas encore vraiment trouvé une façon de faire typique, quoi. Donc, celle-là, quoi, c'est quoi on en discutait un peu. Tu considères que c'est un peu un billet d'humeur sur Mélenchon ouais, on peut pas dire trop comme ça. rigoureux, mais bon, voilà, quand même. Ouais, Tu c'est t'es bien plus marré, et un- puis ouais. voilà, quoi. Donc voilà, Clarpin nous dit que c'était une très bonne blague nulle à propos de la vanne de Roussel. ouais, c'est ça. Ah, c'est les blagues à bide, mais qui sont les plus drôles, en fait. C'est ça, voilà. Tu insistes tellement sur le fait qu'elles sont nulles qu'elles finissent par en être drôles. Voilà, c'est ça. C'est Mais oui, la snobisme. forme de l'émission, ouais, c'est plus billet d'humeur, on va dire. Plus strictement analytique. Il y avait Bon, plus on d'analyse voit- dans l'émission sur Zemmour, du coup. Ouais, par exemple. C'est ça. Alors, on a celle sur Zemmour, si vous avez envie d'entendre des extraits de Zemmour. Peut-être celle sur Macron aussi, tu disais, non, sur Pécresse, qui est plus rhétorique. Ouais, plus Dites-nous dans le chat, la première info, c'est Vous votez Zemmour ou Pécresse. Macron ou Pécresse? Zemmour, Macron ou Pécresse. Allez-y, la première mention, on fait celle-là. Alors, vous êtes plus d'une vingtaine, donc c'est pas mal, hein, déjà. Allez-y. Pécresse. Mais c'est Michel. C'est Michel qui a dégainé. Pécresse. Ça sera Pécresse. On pourra en faire une autre après, hein, si on a le temps, on verra, quoi. Hein. Allez, pardon, alors je change d'ordi. On va lancer Pécresse. Pécresse, c'était la troisième. Il y a un peu de Zemmour dedans, quand même. Grand remplacement, ouais, c'est vrai. Alors, au secours. Alors, bienvenue à Valois sur le chat et à Cital46, que j'avais salué, je crois, tout à l'heure, mais qui n'était pas venu sur le chat, qui nous disent au secours et les trois au goulag. Bah écoute, on le note. On transmettra comme programme électoral acquis de droit, je sais pas. Alors attention, alors oui, moi il y a un truc qui ne manque pas de m'éclater, je vais essayer d'arrêter dessus. On y va, le son est là, c'est parti. Voilà. Dimanche dernier, Valérie Pécresse tenait un meeting gênant, malaisant, cringe. Voilà. Alors là, c'est sa position en fait. Quand elle met la jambe un petit peu comme ça sur le côté, avec le bras qui va avec, je crois que déjà là, tout est dit. On pourrait s'arrêter là. Ouais. C'est dingue, hein. Ouais. En fait, ça donne le tout. Je crois que c'était un meeting à Paris. Au Zénith. Et ça donne vraiment le ton d'absolument. Ça, c'est le tout début. C'est quand elle vient dans une scène. Et ça va être ça, en fait. C'est-à-dire que c'est l'éthos faussement naturel et qui est une catastrophe, en fait. C'est ça. En fait, elle essaye de se la jouer un peu
grand orateur, grande oratrice, général de Gaulle, etc. Et en fait, c'est pas son naturel et c'est vraiment ridicule. Ah oui, oui, mais elle dit, on entend une caricature de Gaulle dans certains de ses phrasés. Hein. La France, presque, il y a tout qui part, quoi. Mais tu vois, initialement, je voulais partir là-dessus, montrer qu'en fait, il y avait une adéquation un peu gênante entre le fond et la forme, montrer qu'en fait, elle était gênante parce que à la fois, elle était, comment dirais-je, elle n'arrivait pas à trouver un équilibre dans sa manière d'être, mais aussi sur le fond, elle n'arrive pas à trouver un équilibre entre l'extrême droite et le centre droit, disons. Et je voulais initialement faire une analyse de ce type-là, en montrant que à la fois sur le fond et la forme, elle est gênante, elle est déséquilibrée, elle a le cul entre deux chaises en quelque sorte. Mais je me suis dit, en fait, au moment où ça avait déjà été rabattu, beaucoup de gens avaient fait cette analyse parce que tout le monde avait vu que c'était vraiment très très ridicule ce meeting. Donc je suis parti sur complètement autre chose, vraiment sur son argumentation a posteriori pour justifier l'emploi de l'expression grand remplacement. Du coup, ça donne une émission. Là, dans sa chorégraphie, c'est le côté droit qui remonte. Oh mon Dieu, c'est le côté cringe, quoi, gênant. C'est ça. C'est horrible. Allez, on y va parce que c'est que le début. Hein. Déjà, là, on est super mal, mais on va voir ce qu'on va voir. Discours mal écrit, récitation qui sonne faux, public qui applaudit bêtement à toutes les phrases. Sur le fond, elle a dû se livrer à un numéro d'équilibriste pour rassurer les plus centristes avec du sérieux gestionnaire, tout en flattant son aile droite avec des formules chocs. Le wokisme, c'est la guerre des races. Marianne n'est pas une femme voilée. Si pour cela, il faut bâtir des barrières, voire des murs, comme le souhaitent les États qui sont en première ligne face au chantage migratoire, je les soutiendrai. Parce que je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier. Ça, par exemple, c'est une expression qui vient directement de l'extrême droite. Mais une autre formule a fait bien plus de bruit. Nous jouons à « Qui veut gagner l'Élysée ?» Alors voilà. Mélenchon est plus gros. C'est ce que. C'est Alors, vrai. je pense que c'est un effet de perspective en fait. Hein. Oui. Il est devant, mais il n'empêche que. Et alors, pourquoi jaune? Alors que la droite est bleu marine. Ok. Zemmour est violet. Bon, je sais pas si Freud restitué. Ouais, si, ouais. Ouais, d'accord. Donc bon, voilà. Alors qui a dit « Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement ». Attention, il y a un piège. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Valérie Pécresse ou Éric Zécresse? Et là, t'as pas honte. Eh ben, c'est les deux. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement et celle du grand remplacement. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et la bonne réponse est tout le monde. Alors là, pour le coup, ni au grand remplacement. C'est De Gaulle teint en blonde. Hein, là. C'est vraiment bizarre. On y est hein, dans ce phrasé-là. Là, on y était vraiment, quoi. Ouais. Alors le chat, il y a Cital46 là, qui demande, à votre avis, vous pensez que la vieille droite patriarcale va voter pour elle? Ils doivent se dire que face à Poutine, ça ne va pas le faire. Je suis presque sûr qu'ils préfèrent un JLM avec une position plus gaulliste par rapport à l'OTAN. Alors la vieille droite patriarcale? Bah, elle irait plutôt, si c'est la vieille droite filloniste, par exemple, ils vont aller sur Pécresse. Hein. Certains sont allés sur Zemmour, sur Zemmour, mais je crois qu'il reste... D'autres sur Macron. Ouais, quelques-uns sur Macron, mais les bons vrais conservateurs, un peu réac, voient Macron comme un horrible mondialiste. Ouais, ça, oui, ils le voient vraiment comme quelqu'un de gauche. Donc, je ne sais pas quoi faire pour eux, hein, mais quand tu lis Valeurs Actuelles, Le Point, choses comme ça, enfin Le Point peut-être un peu moins, mais Valeurs Actuelles ou Le Figaro Vox, bah oui, ils font passer Macron pour quelqu'un de gauche, en fait. Il faudrait les forcer à regarder les émissions du Média. Je vois que ça. Ouais, c'est dingue non, mais de croire ça, parce que c'est une erreur d'analyse. Enfin, ils ont le droit d'être réac à la rigueur, mais de considérer que Macron c'est quelqu'un de vaguement centre-gauche, bon, il faut vraiment forcer la chose. Donc je pense qu'ils vont rester sur Pécresse. Hein.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces gens-là, ils n'analysent pas vraiment, en fait. Ils sont restés sur le storytelling qu'on leur a donné dès le départ. Et puis, ils restent coincés dans leur couette, quoi. Voilà. Bah oui, ils votent depuis des années pour la droite. Et puis malgré tout, le truc, c'est que malgré tout, Pécresse, là, c'est en train d'un peu baisser dans les sondages, mais les LR se sont pas effondrés comme le PS. Les anciens électeurs du PS qui votaient pendant 30 ans pour le Parti socialiste, maintenant ils sont obligés de se dire bon, faut changer de crèmerie parce que notre parti il fait 2%, il n'y a plus moyen. Tandis que les vieux électeurs, les républicains, ils ont toujours un espoir. Donc je pense qu'ils vont quand même continuer à rester là. Parce que ça reste un parti assez fort quand même. Même nationalement, bon, ils sont à 12%, 13%, ça reste gros. Le deuxième tour pour eux, dans leur tête, est quand même toujours possible. Et puis, il y a la nostalgie Sarkozy, même si Sarkozy ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller aider Pécresse, quoi. C'est moins qu'on puisse dire. Allez, un petit peu de Valérie. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Les ténors des Républicains ont immédiatement demandé une clarification. Il faut clarifier, dire que le grand remplacement, ce n'est pas nous. Il faut que tu marques la barrière avec les extrêmes. Parce que la théorie du grand remplacement, c'est une théorie conspirationniste d'extrême droite, formulée notamment par l'écrivain Renaud Camus, qui énonce que des élites politiques, économiques et médiatiques favorisent une immigration non européenne afin de remplacer la population française par des populations non blanches musulmanes. Voici les explications de Valérie Pécresse. Cette phrase que j'ai prononcée, c'est une phrase que j'ai prononcée 10 fois, et tous les commentateurs qui la reprennent ont des mémoires de bigorneaux. J'ai dit 10 fois dans la primaire de la droite que je ne me résignais ni au grand remplacement ni au grand déclassement. Bon, alors ça va, si c'est pas... Bon, elle est quand même assez souple pour son âge, je trouve. Ni au grand remplacement. Mais tu vois, c'est là qu'on voit que je crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, en fait. Elle comprend pas à quoi elle fait référence. Elle a dû trouver que l'expression grand remplacement, ça faisait chic. Et comme tous les autres adversaires à droite l'emploient, on va l'employer. Mais en fait, mon hypothèse dans cette vidéo, c'est qu'elle ne comprend pas exactement ce que c'est. J'ai du mal à y croire, moi, à cette bêtise, à ce point-là. Tu crois que elle joue pas l'idiote, en fait, pour faire passer la pilule et qu'on la lâche un peu, qu'on vienne pas lui reprocher de faire du Zemmour, alors que précisément elle fait du Zemmour et c'est exprès, c'est pour racoler justement l'extrême droite et essayer de reprendre des voix à Zemmour, quoi. Ouais. Mais je pense qu'en fait elle mesure pas à quel point je crois qu'en fait c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la vidéo. Je pense qu'elle pense que l'expression grand remplacement, c'est une expression exagérée pour dire quelque chose que les LR disent déjà à travers Ciotti ou d'autres branches, qu'il y a trop d'immigration arabo-musulmane, africaine, etc. en France. Et donc, depuis les années 2010, c'est l'expression grand remplacement qui est employée dans l'espace public, pas vraiment dans l'espace public, ce n'est que tout récemment, mais qui est employée dans certains cercles militants. Et donc, elle s'est dit, maintenant que cette expression a émergé dans l'espace public plus mainstream, je vais la reprendre à mon compte, parce qu'apparemment, ça parle à plein de gens, plein de sympathisants, plein de militants. Mais je crois qu'elle mesure mal qu'en employant cette expression, en fait, elle est en train d'importer dans le mode de pensée des Républicains tout un tas de conceptions d'extrême droite de l'immigration qui auparavant n'étaient pas là dans les Républicains. Donc je pense qu'en fait, elle extrémise son propre parti, en fait, sans bien comprendre ce qu'elle est en train de faire. En fait. Mais maintenant, je ne suis pas dans sa tête, mais je crois que Valérie Pécresse, c'est pas quelqu'un qui croit à une théorie du grand remplacement. Elle, comme tout droitard, elle pense qu'il y a trop d'immigration, machin, que ça engendre de la délinquance, etc. Donc ça, ils pensent tous comme ça dans son parti, mais je ne crois pas qu'elle pense comme Zemmour, qu'il y a réellement le peuple identitaire français, gaulois depuis 5 millénaires, 6 millénaires, etc., qui vont devenir d'un seul coup arabes, musulmans, ou je ne sais quoi. Je ne pense pas qu'elle pense ça. Et le problème, c'est qu'en fait, en utilisant l'expression, parce qu'elle croit que c'est bien rhétoriquement d'aller trianguler, en tout cas d'aller un peu piquer chez l'extrême droite, en fait, elle ne s'aperçoit pas, je pense, de ce qu'elle est en train de faire.
est-ce que chez Ciotti, il n'y a quand même pas cette conviction parce que Ciotti, il est borderline quand même. Hein. Ouais. Ouais. Chez Ciotti, il y a. Ça, je pense, oui. Il pense comme Zemmour là-dessus. Ouais. Alors, justement, sur l'expression grand remplacement, ça tombe bien, j'avais oublié de mettre la vidéo en plein écran. Je ne sais pas si tu as remarqué, Fabrice, dans YouTube, mets un avertissement sous ta vidéo pour ici, là, tu vois, contexte. Alors, c'est un tout petit, tu ne le vois pas, c'est le cadre bleu, là. Et il renvoie justement vers l'article de Wikipédia, vers lequel tu renvoies toi-même, pour dire « Attention, le grand remplacement est une théorie du complot d'extrême droite introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus. » Ils reprennent… voilà. Grand remplacement, c'est dans le titre de la vidéo, Valérie Pécresse. Alors, je l'ai noté parce qu'on ne la voit pas là. Oui, grand remplacement, Valérie Pécresse aggrave son cas. Mais je crois que dans la vidéo avec Zemmour, qui ne contient pas pour le coup le vocable grand remplacement, et cette présence de l'article de Wikipédia est aussi là, à voir. Voilà. Effectivement, tiens, voilà. Bon, allez, on se met la vidéo en plein écran, ça sera plus sympa. Si j'y y arrive. Voilà, et on y retourne. Pas la première fois. Je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement. Et c'est ce que j'ai dit dans ce meeting, c'est ce que je dis depuis des mois, et à chaque fois, je le prouve. Je le prouve comment? Là, on a un premier élément. Quand elle dit « pas de fatalité au grand remplacement », elle veut dire « grâce à mes mesures, ça n'arrivera pas ». Et je dis que je ne me résigne pas. Quand vous écoutez Éric Zemmour ou quand vous écoutez Marine Le Pen, ils vous disent c'est fait, c'est inéluctable. Elle se défend en disant que Zemmour ou Le Pen sont fatalistes. Pour eux, la partie est déjà perdue, nous sommes déjà grand remplacés. Quand on critique Pécresse en disant que parler de grand remplacement est un scandale, elle répond « oui, lorsque Zemmour en parle, parce que lui dit qu'on ne peut rien faire. Mais moi, c'est pas pareil, puisque je dis que ça ne se produira pas. » Avec une expression que j'emploie depuis des mois pour dire justement que je lutte contre ce grand remplacement. Je lutte contre ce grand remplacement. Mais il y a des territoires perdus de la République et il y a des Français qui ont peur. Nouvel élément. Elle nous dit qu'il y a des signes avant-coureurs, des événements précurseurs du grand remplacement. Par exemple dans les banlieues pleines d'islamisme et de délinquance. Mais voilà le point clé. Écoutez l'objection de la journaliste Nathalie Saint-Cric. Et il y a des Français qui ont peur. Mais ça légitime le terme, c'est pour ça que je vous le demande. Mais si enfin, le terme, intérêt à clarifier le terme, je ne le ligne légitime pas puisque je dis que je n'en veux pas. Vous voyez, franchement, cette polémique, elle est montée. Et moi, je vais... Je ne sais pas si vous voyez le problème et qu'il y a... Oui, bah, c'est ce que je vais dire, mais tu vois, peut-être que Sergito a raison, hein, peut-être qu'elle joue à l'imbécile, mais moi j'ai l'impression que sa manière embrouillée de répondre aux critiques des journalistes, en fait, montre qu'elle ne comprend pas exactement ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, et je crois qu'elle-même ne sait jamais, si elle est en train de s'opposer à la théorie du grand remplacement. Donc elle dit, et donc dans ce cas-là, elle serait conduite à dire, je pense que la théorie selon laquelle l'identité française, machin, va changer, va être remplacée, ça c'est une théorie qui est fausse, qui est mauvaise, etc. Et en plus c'est complotiste et tout ça. Mais en fait, elle joue à la fois sur ce tableau, on ne sait pas trop si elle joue sur ce tableau ou sur le tableau de dire je crois à la théorie du grand remplacement, mais je vous dis que ça n'arrivera pas. Tu vois, et en fait, elle est embrouillée. On ne sait pas. Enfin, c'est ce que je vais dire là. Tu peux envoyer. Ouais, elle utilise quand même d'autres termes pour appuyer son propos. Elle parle des territoires perdus de la République, par exemple, qui est aussi une expression qui vient de l'extrême droite. Et il y en a une ou deux autres. C'est-à-dire que c'est elle vrai, n'arrête pas d'envoyer des signaux, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle a révisé son petit vocabulaire de l'extrême droite pour écrire le discours, ou on lui a écrit le discours, je ne sais pas. Mais... Ça, c'est une certaine. Enfin, territoire perdu de la République aussi, c'est très printemps républicain, et puis même, je crois qu'il y avait le bouquin Les territoires perdus de la République. Oui, il y avait un livre. C'est pas des journalistes du Monde, ça, ou je sais pas quoi, qui ont écrit ça. Allez, alors là, on peut demander à Michel de nous donner les noms des gens qui ont écrit. Voilà, on va s'auto-fact-checker nous-mêmes. Voilà. Dans une sorte de circulation circulaire de l'information fact-checkée. Je pense réellement qu'elle... Ça, on est tous d'accord. Elle envoie des signaux à l'extrême droite, c'est une certitude. Elle veut ramener des électeurs qui sont allés du côté de Le Pen ou surtout du côté de Zemmour. Mais je pense qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire, en fait. Je crois j'ai un peu l'impression qu'elle essaye, effectivement, de placer le maximum d'expressions, hein, comme je disais, mais ça fait un peu trop liste, quoi. C'est pas, ça arrive un petit peu comme ça. Il faut qu'elle place des trucs et donc. Tu vois, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est
Elle est en train de dire, vous avez raison, les gens qui sont partis vers Zemmour, vous avez raison, il y a trop d'immigration en France, etc. Mais nous-mêmes, les républicains, nous sommes tout à fait en mesure de traiter le problème. Mais en fait, puisque je vois que mon argumentation ne vous donne plus envie de voter pour les républicains, je vais aller jusqu'à vous faire une concession, c'est-à-dire employer le même terme que vous, grand remplacement, pour désigner ce trop-plein d'immigration. Mais ce dont elle ne s'aperçoit pas, c'est que ce que cherche à faire Zemmour avec ce terme, en se référant à Renaud Camus, c'est plus seulement de stigmatiser l'immigration, de dire qu'il y en a trop, c'est de renvoyer à une conception, disons, démographique ou culturelle ou civilisationnelle bien précise. Et je crois que Zemmour le comprend, mais Pécresse ne le comprend pas. À mon avis, c'est ça, quoi. Et elle pense juste qu'en employant ce terme, elle va plus se faire entendre des électeurs de Zemmour parce que c'est le terme qu'ils emploient. Mais en fait, elle ne comprend pas que derrière ce terme, il y a une chose très précise pour les électeurs de Zemmour, enfin, en tout cas plus précise, et surtout un phénomène de bien plus grande ampleur que simplement un peu trop d'immigration, des racailles ou je ne sais quoi, ou des gens qui fraudent au CAF ou j'en sais rien. Alors que elle, c'est ça qu'elle veut dire dans l'environnement, les Républicains, Le Point et machin, Le Figaro, c'est des choses comme ça qu'ils veulent dire. Bon, il y a trop d'immigration, machin, mais ils ne sont pas porteurs d'une théorie que vraiment on va être remplacé par une immigration de religion musulmane, quoi. Alors que pour les zémouristes, les lecteurs de Valeurs Actuelles, du Figaro Vox ou de Torchon de cet acabit, en fait, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent vraiment à un phénomène démographique de grande ampleur. Et le problème, c'est qu'en employant le terme, je crois qu'elle est en train d'importer, elle est peut-être en train aussi d'importer la chose. Et c'est ce que lui reprochent les journalistes, mais en fait, elle ne le voit pas. Et du coup, elle répond à côté, en fait. À moins qu'elle fasse exprès, mais dans ce cas-là, bon, c'est une tacticienne de génie. Mais je ne crois pas. Hein. Elle ne respire pas le génie, vu comme ça, mais... Des fois, il vaut mieux expliquer par la bêtise, tu vois, plutôt que par une mauvaise intention. C'est plus simple et c'est plus direct. Alors, les territoires perdus de la République. Michel a fait la recherche. Donc, le titre, c'est Les territoires perdus de la République, antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire, qui est un ouvrage collectif paru en 2002 aux éditions Mille et une nuits. Voilà, auteur Emmanuel Brenner, mais c'est quoi l'auteur? C'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'était Georges Bensoussan. Et c'était l'autre. Oui, mais le collectif, c'est quoi? Si c'est un ouvrage collectif, il n'y a pas d'auteur? Emmanuel Brenner, c'était le pseudonyme d'un certain Georges Bensoussan. Ouais. Ok. Donc, qui est sorti en 2002, donc voilà. Oui, Georges Bensoussan, c'est 20 ans. Valoa nous dit dans le chat que maintenant, il y a aussi Roussel qui parle des banlieues radicalisées. Pas vraiment le même but ou le même contexte, mais il y a un transfert quand même. Alors, ça rejoint peut-être ce que tu dis, à force de faire entendre la petite musique du grand remplacement, même édulcorée, ça infuse des idées, des idées sans comprendre tous les sous-bassements qu'il y a dessous. Ouais, je crois en revanche que Roussel comprend parfaitement ce qu'il est en train de faire. Lui, il comprend parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien qu'il est en train de jouer sur une rhétorique qui est à la fois la rhétorique, en fait, c'est celle du printemps républicain. Les termes qu'il emploie, c'est ça. Mais surtout, il essaye de jouer sur la rhétorique de la critique, de la gauche bobo, de la gauche naïve, de la gauche qui est dans le déni. Donc, il reprend tous ces termes. Mais ouais, ça dit, on peut peut-être faire une analogie entre les deux, entre ce qu'on regarde là sur Pécresse et ce qu'essaye de faire Roussel, en fait. C'est qu'il ne s'aperçoit pas qu'en important des manières de parler, une rhétorique, il importe aussi l'idée, la chose. Et donc, par exemple, sur cette dernière déclaration, il faudrait lui demander très clairement, en fait, qu'est-ce que tu entends par là, quoi. Alors, moi, quand j'entends Roussel, j'entends autre chose. J'entends le discours qu'a mené à son arrivée à la tête du FN Marine Le Pen pour dédiaboliser son parti. J'ai l'impression il a une espèce d'idée du populo de base qui aime bien la bouffe, qui est quand même un petit peu raciste, etc. J'ai vraiment l'impression d'entendre les discours de Marine Le Pen de cette époque-là, quoi. Voilà. C'est une reprise. Bon, il s'inscrit dans la ligne un peu nouvelle de Michéa, Guy Lui, etc. Enfin, grosso modo, cette partie d'intellectuels qui se disent de gauche, hein, mais dont le fond de commerce, en fait, c'est la critique du bobo. En fait, c'est tout, je reviens toujours à ça, c'est le problème politique en France, c'est le bobo. Donc à partir de ça, on comprend tout, en fait, on peut tout déduire.
et les Oui, alors, propositions. Et donc, du coup, on se représente le prolo comme l'antithèse absolue du bobo. Donc, il bouffe de la bidoche, il est un peu raciste quand même, et tout ça. Et je crois que en fait, c'est une catastrophe, parce que en fait, c'est une représentation absolument fantasmée, en fait, de ce que sont les classes populaires. Mais il est parti là-dessus, parce qu'évidemment, il y a des enjeux internes de se distinguer de la France insoumise, etc. Bon, bah, alors c'est la vie que politique, hein. on le sait, ça a été dit et redit, Roussel lui-même, c'est pas un prolétaire au départ, hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a une image faussée complètement du monde du prolétariat, quoi. Peut-être, je sais pas. Moi, je préférerais qu'il avoue, comme tous les autres hommes politiques, que c'est des gens qui viennent socialement des professions d'enseignement, des professions libérales, des professions de spécialistes de la parole, avocats, etc., journalisme, et qu'on se raconte pas d'histoire, quoi. Qu'en effet, le monde des professionnels de la politique et aussi à gauche, en fait, ont relativement, sont sociologiquement relativement maintenant séparés des classes populaires. Et il faut en prendre acte, en fait, et pas essayer de fantasmer des espèces de classes populaires qui existent peut-être quelque part, en fait, mais c'est une fraction des classes populaires, en fait. Est-ce qu'il n'essaye pas aussi de renouer avec le discours du PC de l'époque de Marchais, dans une espèce de repli identitaire, le côté Marchais qui gueulait contre les Je saurais pas immigrés. dire. Je saurais pas dire, parce que ouais, il y a un côté comme ça, en quelque sorte, se représenter par son ethos, en fait, faire peuple par son ethos, en disant des choses un peu vulgaires des fois, en disant des gros mots, en disant des trucs comme ça. C'est bien possible. Bon, ça, il a le droit, hein. Je veux dire, Mélenchon essayait ce genre de stratégie également, continue à le faire. Mais par contre, bon, je sais pas s'il renoue avec un marché, parce que l'ancien marché était très lutte des classes, en fait. Alors que là, Roussel, il a une stratégie de type populiste, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le vrai peuple bien de chez nous, qui mange de la bonne viande, contre les bobos cosmopolites qui habitent les villes et qui veulent rouler uniquement à bicyclette et qui mangent du quinoa, hein. C'est typiquement, en fait, populiste même au mauvais sens du terme, en fait, parce que c'est prendre les prolos pour des cons, quoi. C'est prendre les classes populaires pour des imbéciles, pour des mecs qui veulent bouffer de la bonne bidoche et tout ça. C'est vraiment gênant. Mais encore une fois, les bobos des villes, c'était vraiment la cible de Marine Le Pen aussi, hein, telle quelle, hein, Tout à fait. à un moment. Et de Sarkozy aussi, et de Sarkozy c'est vrai. de la campagne de 2007, de 2012. Ouais. Il y a quiproquo. Pardon. Vas-y, c'est bon. J'ai fini. Je voulais pas. J'ai trop d'ordi là, j'ai des souris partout. Voilà. Allez, on y va. Ça peut sembler un petit peu fastidieux, mais je pense qu'il faut prendre du temps pour expliquer ce qui ne va pas dans ce que dit Pécresse. Parce que sinon, on ne saura pas l'expliquer à d'autres. Le terme, je ne le légitime pas puisque je dis que je n'en veux pas. Une partie de l'opinion publique lui reproche de valider un concept d'extrême droite. À ça, elle répond « Mais je propage pas la théorie du grand remplacement, puisque je dis que ça ne va pas se produire. » Mais justement, précisément, propager la théorie du grand remplacement, c'est dire que ça pourrait se produire. Supposez que je vous dise « Je vais prendre des mesures pour empêcher des lézards mutants venus de l'espace de conquérir la Terre en 2022. » Et vous me répondez « Attends, tu crois sérieusement que des lézards mutants vont venir sur la Terre en 2022 ?» Et supposez que je réponde « Ah non, j'y crois pas, parce que justement, je vais tout faire pour les empêcher de venir. » C'est pas une bonne réponse. Elle semble ne pas comprendre que le problème, c'est de considérer comme vraie la théorie du grand remplacement, alors même que les spécialistes, comme les démographes, la jugent fausse. Ce terme, c'est moi qui seul ai la solution. Parce que s'il n'y a pas de quota migratoire, Emmanuel Macron n'en veut pas. Ce qu'on lui reproche, c'est pas de dire « je vais éviter le grand remplacement », contrairement à Zemmour. Ce qu'on lui reproche, c'est de dire « le grand remplacement dont parle Zemmour est une théorie qui se tient ». Mais elle n'arrivera pas grâce aux mesures que je vais prendre. Ce qu'on lui reproche, c'est de dire « elle se tient ». Pécresse croit s'opposer à Zemmour parce que lui serait résigné. On va être remplacé. Alors qu'elle n'est pas résignée. La phrase, c'est « je ne me résigne ni au grand déclassement ni au grand remplacement ». Ça veut dire « je ne me résigne pas à, justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite parce que je sais qu'une autre voie est possible ». Mais en fait, ils disent la même chose, parce que Zemmour, lui aussi, pense pouvoir empêcher ce processus. Emmanuel Macron. Serge. Ouais, là, tu mets le doigt dessus complètement. Effectivement, on voit à quel point son argument est complètement con, complètement pété, parce qu'elle
elle fait comme si Zemmour était un partisan du grand remplacement. Exactement. Ouais. Alors que Zemmour fantasme un grand remplacement et prétend le combattre. Donc Ouais. ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. C'est vrai que j'aurais pu le formuler comme ça. C'était pas mal de le formuler de manière par l'absurde en fait, ou de manière Ton apologique. truc des lézards mutants, il va très bien. Mais tu vois, c'est que je trouve que c'est une bonne. Ce que tu dis, c'est une bonne manière de le formuler. C'est-à-dire que si on, comment dirais-je, si on écoute Valérie Pécresse, on peut déduire de son propos on ne peut que déduire de son propos que Zemmour est pour le remplacement des Français d'origine, de souche, etc. Or, c'est absurde. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans ce que dit Valérie Pécresse. Zemmour serait une sorte d'islamiste qui veut remplacer les Français par... Et en quelque sorte, elle dirait, mais moi, Valérie Pécresse, je m'oppose à Zemmour parce que, vous allez voir, grâce à moi, on ne sera pas remplacé. C'est complètement débile. J'ai lu sur Zemmour, j'ai lu que dans la famille des théories complotistes, que c'était un agent du Mossad. Je sais plus pourquoi. Alors pourquoi la justification du truc, mais c'est un agent du Mossad, je sais plus, pour combattre l'islamisme ou je sais pas quoi. Reptilien satanique, c'est les lézards mutants. Donc. On y revient. Bon allez, continuons. C'est l'impuissance par rapport aux flux migratoires et Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est l'outrance. Aucun d'entre eux n'a des vraies solutions aux problèmes migratoires de la France. Je pense qu'elle prend grand remplacement comme un vague synonyme d'immigration massive ou de submersion migratoire. C'est-à-dire comme une hyperbole, c'est-à-dire une exagération, pour dire que l'identité française est altérée par les immigrés porteurs d'une autre culture. Comment est-ce qu'on arrivera à contrôler l'immigration incontrôlée ? Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'avec moi, il y aura des quotas votés par référendum, d'abord adoptés par référendum, votés chaque année par le Parlement. On a donc 3 niveaux. La théorie du grand remplacement au sens propre, au sens fort, avec à la fois la substitution civilisationnelle et l'aspect complotiste. Ensuite, on a ceux qui reprennent le terme, mais pour ne renvoyer qu'au seul volet civilisationnel ou démographique, et qui ne comprennent pas qu'ils importent une idée conspirationniste en faisant ça. Et enfin, il y a ceux, comme Pécresse, qui s'en servent comme hyperbole, comme exagération, pour parler d'une immigration trop forte, et ne comprennent pas du coup qu'on leur reproche d'être à la fois complotistes et de croire que la civilisation européenne va sombrer. L'attitude rationnelle ou responsable consiste non pas à se déclarer rempart contre le grand remplacement qui est à l'œuvre, mais à être le rempart contre la théorie du grand remplacement elle-même, contre l'idée qu'un grand remplacement serait à l'œuvre. Je pense... Mais est-ce que ça, les gens peuvent l'entendre ? De dire juste, mais non, c'est juste en ce moment avec tout ce qui s'est passé, le Covid, les théories qui a eu lieu, etc. Est-ce que quand on est anti-complotiste, on ne passe pas pour une espèce de négationniste des solutions qu'on ne veut pas dire et du coup, on fait partie du complot ? Là, le truc, c'est que la théorie du grand remplacement est comprise comme une théorie complotiste par assez peu de monde. En fait. Oui, c'est ça. Et pourtant, enfin bon, la manière dont la formule Camus, c'est pas non plus, il la formule pas de manière rigoureuse en fait. C'est une sorte de vision un peu à la Houellebecq, de vision catastrophiste de ce qui pourrait arriver, vaguement fondée par des faits, etc. Il se défend d'ailleurs toujours lui-même en disant non, mais c'est plus une vision littéraire que véritablement une description scientifique et tout ça. Mais c'est vrai que dans le grand remplacement, vraiment, il y a cette double dimension, quoi. Le côté, la description d'un transfert de population, enfin d'un remplacement d'une population par une autre, qui serait culturellement ou religieusement ou ethniquement distincte. Mais il y a aussi un côté complotiste, c'est-à-dire que les élites de la population qui va se faire substituer, qui va se faire remplacer, sont dans une attitude suicidaire et sont en train de faire remplacer la race blanche, chrétienne, gauloise, ou tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui apparaît un petit peu dans le discours de Zemmour, mais assez peu. Parce qu'à chaque fois qu'il dit, par exemple, mais les élites journalistiques, universitaires, etc., vous cachent ces choses-là, là, on a des éléments qui sont complotistes. Parce que ça consiste à dire,
les élites universitaires, par exemple ceux qui font de la démographie ou de la géographie, connaissent bien ce phénomène qui est à l'œuvre, mais en fait, ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas parce qu'ils sont complices de ces choses-là. Alors bon, après, dans la théorie du grand remplacement, il y a des complotistes, il y a des visions fortes et des versions faibles. Les versions faibles, c'est il y a un grand remplacement qui est à l'œuvre indépendamment d'une volonté humaine, mais les élites européennes laissent la chose se faire, les élites françaises laissent la chose se faire, sont complices. Et puis il y a carrément les versions hard qui consistent à dire qu'il y a des groupes élitaires européens ou français ou américains qui organisent ce remplacement, qui organisent réellement, intentionnellement. Ça, c'est les versions les plus fortes. Donc, c'est les Juifs qui organisent le grand remplacement de la civilisation chrétienne par la civilisation arabo-musulmane ou je sais pas quoi, ce genre de choses. C'est pas tout à fait la version de Zemmour. Zemmour, lui, il est dans une version complotiste faible, parce qu'il dit juste les élites en sont conscients, le taisent, l'organisent à moitié, disons, mais pour lui, je pense que c'est plus un phénomène qui se fait non strictement piloté ou téléguidé par les élites françaises. Il faudrait voir, parce qu'après, ces déclarations sont fluctuantes, hein, mais il y a toujours ces dimensions-là. Donc après, s'y opposer, tout dépend du type d'interlocuteur que vous avez en face de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez quelqu'un qui semble partisan d'une version très forte de la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement démographique avec la version complotiste forte? Est-ce qu'il est partisan plutôt d'une version un peu affaiblie, c'est-à-dire substitution de population, mais théorie complotiste faible, ou alors juste substitution de population, etc. Ça dépend vraiment à qui on a affaire. Mais ce que ne comprend pas en fait Pécresse, parce qu'elle fait pas ces distinctions qu'il faudrait faire, c'est que en fait, en utilisant le terme grand remplacement, en fait, elle ramène dans les Républicains comme un cheval de Troie de l'extrême droite qui contient potentiellement les versions les plus fortes de la théorie du grand remplacement. Alors même que elle, je pense, n'est pas une tenante de la théorie du grand remplacement dans une version forte. C'est pour ça que je dis que elle est davantage en fait imbécile que mal intentionnée. Allez, on y retourne, il reste à peu près une minute. Donc que Pécresse s'est laissé intoxiquer par l'extrême droite, en reprenant un signifiant, sans bien... Serge, t'as levé la main ou tu t'es gratté l'oreille? Pardon, je me suis gratté l'oreille, voilà. Pardon, j'ai vu du coin de l'œil un petit mouvement, je ne savais pas. Allez, on y va, pardon. Comprendre à quel signifié précis il renvoie, sans bien comprendre que théorie du grand remplacement, c'est un nom propre qui renvoie à une théorie précise, une théorie complotiste. En reprenant à son compte sans précaution l'expression de Renaud Camus, Pécresse habitue les sympathisants LR à entendre ce terme, à se familiariser avec lui, à ne pas s'en méfier. Ils seront dès lors plus ouverts à ceux qui veulent faire circuler l'idée que la population française blanche et chrétienne va être remplacée par une autre civilisation. Pécresse contribue donc à propager les fantasmes de guerre civile d'Éric Zemmour et une idéologie qui a servi de justification à des terroristes. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, c'est ce que tu disais. Hein. De toute façon, la conclusion reste la même. Voilà. Serge, un petit quelque chose à dire pendant que je fais mes petites manipulations? Bon, sur Pécresse, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé pas mal de Zemmour. Hein. On a hésité entre les deux. Finalement, je pense qu'on a parlé quasiment autant de Zemmour que de Pécresse, ce qui, quand même, a une signification aussi. Hein. Moi, j'ai plus envie de demander maintenant quelle sera la prochaine cible, si on peut avoir un scoop. Ah. On va voir ce qui se passe dans l'actu. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression que les émissions sortent vraiment à chaud, quoi. Hein. Tes sujets, ils sont vraiment à chaud. Alors qu'on pourrait penser que, tu vois, il y a du montage, il y a des trucs, il y a de la préparation derrière. C'est intéressant, effectivement, de savoir comment ça se fait, parce que la dernière sur Macron, il s'est déclaré candidat quand vendredi, je crois. C'est ça. Et dès le dimanche matin, l'émission est sortie. Voilà. C'est sorti samedi matin, je crois. C'est sorti samedi, donc tu travailles vraiment dans l'urgence? Elle devait sortir vendredi après-midi. Vendredi en fin d'après-midi, début de soirée. Finalement, elle est sortie samedi matin. De sorte que je crois que... je me souviens plus. Je crois que j'ai eu le temps
d'intégrer après au montage la lettre. Ah non, parce que la lettre de Macron, elle a dû sortir jeudi soir, je crois. Oui, dans la PQR. Elle est sortie sur Internet jeudi soir, Oui. puis après dans la PQR le lendemain, le vendredi. Donc j'ai intégré rapidement au montage ce truc-là, parce que du coup... Et puis j'ai retranché certains passages qui étaient un peu périmés. Tu vois, parce que comme ça se fait vraiment Déjà. heure en heure quasiment, il y a des choses qui étaient périmées, puisque je taclais Macron sur le fait qu'on n'avait même pas les grandes lignes de son projet présidentiel, alors qu'en fait, la lettre aux Français donne quelques grandes lignes, alors c'est très très vague, machin, mais bon, du coup, j'ai dû retrancher ce passage-là. Donc en effet, tu vois, tu dois monter rapidement et vérifier que tu dis pas de bêtises entre-temps, parce que sinon, ça peut être rapidement périmé ou même dire quelque chose de faux. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'entre les deux émissions, on a oublié j'ai oublié de lancer la pause pour voir le zapping. Bon, c'est pas très grave. Alors, Fourmi77, qui arrive sur le chat pour la première fois. Salut à toi. J'ai manqué le début de l'émission. J'espère que vous avez visionné la vidéo sur Taubira. Celle-là m'a régalé. Eh bien, Christiane, elle est là. Elle est là. Il n'y a plus qu'à cliquer. La regrettée, Christiane. La déjà regrettée, Christiane. Allez, on y va. Et même principe, hein, si vous voulez interrompre, on interrompt. Je vous rappelle que c'était la toute première. Donc, quand on l'a regardée, on était tous à se demander qu'est-ce qui s'était passé dans la tête du stagiairite. Voilà, on a compris que c'était un virus à effet prolongé. On y va. Vous savez ce que c'est que la misophonie? C'est quand vous souffrez d'une sensibilité exacerbée à certains bruits émis par d'autres. Quelqu'un qui se brosse les dents, qui se racle la gorge, qui éternue, voire simplement qui respire. Ça vous dérange, ça vous dégoûte, ça vous agace beaucoup, beaucoup. Bah moi j'ai ça, mais avec le langage bullshito, cool, inspirant des start-upers ou du développement personnel. Si j'entends le moindre penser en dehors de la boîte afin d'agir en entrepreneur de l'impossible, ou ça je le repère direct et ça me met mal à l'aise. J'ai regardé le discours de Christiane Taubira dimanche soir après sa victoire à la primaire populaire, et j'étais comme ça. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Vous voyez, au tout début, là, dans le chat, quand on avait mis cet extrait, là, au tout début oui. du live, quelqu'un qui disait je m'attendais à ce que tu parles à ce moment-là des macronistes, et en fait, c'était totalement prévu. Au montage, je voulais intégrer l'espèce de petit happening de panier runachier là. Ah oui. C'était à je sais plus quel salon de l'entreprise, je sais pas quoi, où elle s'est mise à bullshiter de manière abominable. Mais en fait, j'ai coupé au montage parce que c'était trop long. Mais ouais, si, c'est pour ça. Moi aussi, j'ai tout de suite pensé évidemment de mettre un mort à macroniste. Et c'est là où elle parlait de l'entreprise et des ouvriers qui. C'est ça. Je sais plus, c'était tellement délirant. Je pense qu'elle avait jamais foutu le pied dans une entreprise pour dire une connerie pareille. Ouais. Allez, on y va. C'est la nouvelle émission politique, on suit les candidats, on analyse ce qu'ils disent, moi c'est le stagiairite et nous jouons à qui veut gagner, l'Élysée. Alors qui a dit « Vous avez donné l'énergie pour lever l'espoir et nous continuerons à le faire en respect » Steve Jobs, Emmanuel Macron, David Laroche ou Christiane Taubira? Et nous continuerons à le faire comme vous le faites, en respect. C'est Christiane Taubira. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Elle choisit d'appeler un ami. Dimanche soir? Alors pardon, j'arrête, mais parce que c'est tellement drôle quoi, à chaque fois. C'est tellement bien vu en même temps, quoi. C'est énorme. On dirait qu'elle a fait exprès pour que tu puisses faire une vidéo comme ça. C'est clair, c'est ce que je me suis dit. Ouais. C'est qui David Laroche? David Laroche, c'est un influenceur développement personnel super connu sur YouTube, différents environnements. Mais, sur Insta plutôt, peut-être. Ouais, maintenant Insta. Ouais. Moi, quand je l'ai connu, il démarrait sur YouTube. C'est lui qui a une grosse barbe, là, c'est ça Non, pas du tout. Non, c'est pas lui. C'est un jeune. D'accord. Vous regarderez sur Google. Ouais. Mais c'est très connu. Je sais pas, il y a 500 000 personnes qui le suivent, et je sais pas combien de personnes qui achètent ces packs de formation. Alors, Cital 46, on garde la question, on la posera à la fin. Allez, on y va.
C'était pas vraiment le lyrisme ou la poésie habituelle, non, plutôt un discours sorti d'un brainstorming de communicants ou de marketeux. Nous voulons construire ensemble. Nous voulons prendre en main notre avenir. Succession de phrases creuses censées être inspirantes, destinées davantage à motiver plutôt qu'à donner un but clair à accomplir. On a l'ancienne garde des Sceaux, ses soutiens, les électeurs de la primaire populaire qui l'ont préféré. Que faire? Comment? On ne le saura pas. On n'aura qu'une succession de considérations sur le niveau de motivation des troupes. Vous l'avez fait en sincérité, vous l'avez fait avec vos convictions, vous l'avez fait avec vos valeurs. Vous l'avez fait en conscience et en responsabilité. C'est l'envie, la niaque, façon séminaire de team building. Vous l'avez fait avec une grande décence, beaucoup d'enthousiasme, mais sans jamais manquer de respect. S'engager, s'entraider, convaincre, ok, mais s'engager pourquoi? Convaincre qui et convaincre de quoi? Alors, s'engager pour que la primaire populaire réussisse. Convaincre qu'il faut se rassembler. On voit bien que ça tourne en rond parce que ça renvoie jamais à quelque chose de concret. Parce que vous avez surtout voulu donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire. Ah bah oui, j'attendais la fin de la phrase, mais... On en dit un mot quand même de cette primaire populaire. L'élan de la primaire populaire, vu après coup, c'est quand même génial, quoi. Alors, ouais, non, moi j'allais réagir sur l'élan que vous allez donner à l'écologie, etc. quoi. Ouais. Donc, voilà. Alors, j'espère que tout le monde sait comment ça a fini. Rétrospectivement, c'est sûr que c'est marrant. C'est énorme, hein, la vitesse, parce que ça, c'était il y a un mois, quoi. Hein, un petit peu plus, 5 semaines, puisque c'était la première édition, il y en a eu 5. Mais quand on voit aujourd'hui, on a l'impression que c'était en 2002, par exemple, je ne sais pas, moi. Hein, ouais. Mais moi, je suis assez pressé qu'elle nous débriefe un peu tout ça, tu vois, parce qu'à mon avis, elle ne voulait pas y aller. Enfin, je pense que c'est des gens qui ont dû la convaincre, lui dire il y a une place pour toi, on a besoin de toi, et machin. Et... Parce que, franchement, je sais pas si je projette ce que je pense, mais j'ai l'impression que ça se voit qu'elle n'a pas envie d'être là, en fait. Il faudrait faire autre chose. Enfin, elle a envie d'écrire de la poésie, ou de déclamer de la poésie. Ouais, ou faire même quelque chose de politique, mais pas là, candidate. C'est complètement improvisé, enfin, vraiment, ça va pas du tout. Parce par exemple, on a moqué la candidature de Montebourg en disant, bon voilà, ça finit en autre boudin, ça fait un flop et tout ça, mais au moins sa candidature, elle est préparée, avec un programme construit, ça construit du réseau, etc. Avec une vision du monde et tout ça. Là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Bonjour, je suis Madame Taubira, grande personnalité de gauche, votez pour moi, c'est tout. Mais vous étiez où? J'étais caché pendant 5 ans, 10 ans, mais, voilà, ça, mais je suis là, quoi. Ouais. Ça ne pouvait finir que comme ça, en fait, sa candidature. Je pensais pas que ça finirait aussi bas. Je pensais qu'elle aurait quand même ses signatures avec le Parti radical. Oui, je pensais qu'elle aurait les signatures, en fait. Je pensais qu'elle aurait les signatures, mais peut-être qu'elle aurait abandonné parce que elle restait à 1%. Tu parles du Parti radical, mais c'est passé. Enfin, moi, j'ai entendu que très vite, le Parti radical s'est désolidarisé de sa candidature quand même. Et c'est peut-être là que ça a joué. Et l'info est passée un petit peu comme ça en douce, l'air de rien. Mais ça a été déjà, je pense, le début de la catastrophe pour elle. Hein, t'imagines comme c'est assassin, en fait. Son propre parti lui coupe l'herbe sous le pied. Enfin, voilà, c'est ça, c'est ce que dit Fourmi77 aussi. Et je pense que c'est là qu'elle a perdu ses signatures, en fait, hein, en se disant, mais même son parti ne veut pas d'elle, quoi. Donc voilà. Allez. Des victoires essentielles. En fait, on a là l'importation en politique d'un discours typique du coaching ou du développement personnel. On vous parle de vous, des efforts que vous devez faire sur vous-même, des choses qu'il faut changer en vous-même, et pas des choses qu'il faut transformer dans le monde réel. Et donc là, on sait juste qu'il faut se battre afin de se rassembler pour réussir. Et nous rendre, nous, plus forts pour affronter les temps et les paris, les défis qui sont devant nous. C'est rendu possible par certains petits tours de passe-passe grammaticaux, notamment le recours à des verbes intransitifs, ou bien l'emploi intransitif de verbes transitifs. La particularité de ces formes verbales, c'est qu'on ne signale pas l'objet sur lequel s'exerce l'action.
de croire, de discuter, de convaincre, de persuader. Pour la justice sociale, il faut agir. Agir? Mais contre quoi? Vous voyez, c'est pratique. Ça permet par exemple d'évacuer toute analyse conflictuelle du système économique, puisqu'on ne dit jamais précisément contre qui et contre quoi va s'exercer notre politique. Rassembler pour la justice sociale. Mais rassembler qui? Le parti qui a voté les lois travail? Et les gens qui se sont fait gazer en s'y opposant? Exit les difficultés idéologiques, les histoires des partis, ou même les passifs des personnes. Parce que l'enjeu nous dépasse. Nous avons une belle route devant nous. Nous allons... Voilà, nous avons une belle route devant nous. Pardon, je voulais pas, mais mon bras s'est jeté sur la touche pause, indépendamment de c'est pas passé par la conscience, quoi. C'est un réflexe. On devrait se faire une émission entière sur les oubliés ou les oubliettes de la campagne, en fait. Les deux, ouais. Et alors, je ne sais pas si vous avez, je n'ai pas arrêté, mais dans le coin de BFM, là, on a eu Roussel qui est passé, et maintenant on a les Bogdanov, quoi. Donc voilà. Bon. Les apparentements terribles. Peut-être que les graphistes de BFM, c'est le fameux stagiaire de BFM qui est nul en orthographe, mais qui est quand même très taquin avec les images quand même. Hein. Voilà. Je me demande un truc quand même. Tu parlais du développement personnel. Effectivement, elle en emploie le langage, mais comment ça se fait que quelque chose qui est aussi prégnant là, dans la société actuellement, on le voit aussi avec le bullshit anti-vax, tout ce discours sur moi, mon corps est le plus fort, il peut vaincre toutes les maladies parce que mon petit moi narcissique, de toute façon, vaut mieux que tout ça, quoi. Enfin, c'est hyper fort dans la société. Il y a plein de gourous, de charlatans qui prospèrent là-dessus, qui en font un commerce lucratif. Et politiquement, finalement, ça aboutit à rien. Taubira elle a un discours de développement personnel qui finalement n'a pas prise, tombe à plat et n'a pas de gain électoral. Dans une autre sphère politique, tu vois un mec comme Philippot qui a essayé de prospérer sur le mouvement anti-vax, finalement il a rien fait non plus. Et lui aussi se nourrissait d'espèce de discours un peu New Age. Alors, c'est plutôt positif, mais en même temps étonnant que ça n'ait pas de débouché politique, tout ce bullshit. Ouais. Je sais pas. Je sais pas quel débouché politique ça pourrait avoir. Je dirais que, enfin, voilà, il y a Macron qui prend l'idéologie politique qui a le plus d'affinités électives, c'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment des rapports d'implication conceptuelle, en fait, mais c'est plus des affinités. Enfin, l'idéologie qui aurait le plus d'affinités avec le développement personnel, avec certains principes du développement personnel, c'est sans doute le néolibéralisme. Ça, je pense que c'est... C'est ce que j'allais dire, oui, parce qu'il y a développement personnel et développement personnel. Toi, Serge, là, tu évoquais plutôt la partie New Age, etc. Mais il y a surtout, et je crois que c'est de ça qu'on parle là dans cette vidéo-là, c'est le développement personnel qui dit que chacun est responsable de sa performance. Et ça, c'est plutôt une idéologie, j'ai l'impression, qui vient des années 80-90. Il n'y a qu'à voir dans les rayons des librairies au rayon de développement personnel. Hein. C'est vraiment la négation du collectif dans le social et chacun est responsable de ses échecs ou de ses réussites. Le discours de droite, hein, les chômeurs, c'est leur faute, quoi. Et ça vient effectivement, comme tu le disais, Fabrice, avec le néolibéralisme et le thatcherisme, quoi. Hein, ça vient de là. Ouais, l'idée qu'en fait, il faut pas chercher à changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même, ce genre de choses. Mais après, c'est clair qu'il y a des intrications ou des intersections avec des visions un peu New Age ou ésotériques, disons. Ouais. Et c'est très clair. Tu vois sur plein de gourous en ligne qui jouent sur ces tableaux-là. Hein. C'est clair. Mais par exemple, Taubira, je crois. Son discours ressemble à un discours de développement personnel, mais c'est pas non plus
elle en fait pas grand cas, en fait, de cette affaire-là. Et puis, il n'y a pas du tout d'ésotérisme, à ma connaissance, non plus. Non. Mais je crois que le lien entre les deux, entre ce que je disais et ce que disait Serge, c'est peut-être le phénomène, entre autres, du colibrisme, où chacun doit faire, mais un petit peu, hein, pas trop. C'est-à-dire qu'on ne s'investit pas dans la société, on fait juste sa part et après on reste. Voilà. Là, il y a peut-être un pont entre tout mais ça. Mais faut reconnaître que c'est très séduisant, en fait. Tu vois, dans un monde où on dit que les idéologies sont mortes, ou plus exactement, dans un monde où ce qu'on a appelé les grandes idéologies, bon, pour beaucoup, se sont révélées meurtrières, en fait, en tout cas certaines dérives ou je sais pas quoi. Et dans un monde, là, beaucoup plus circonstanciel et actuel, où il y a plus grand monde qui fait confiance aux partis politiques ou à de grandes organisations humaines, c'est très séduisant l'idée que on va s'en sortir par un travail sur soi, on va s'en sortir en organisant des réseaux d'individus qui restent dans leur sphère d'individualité, plutôt que de s'engager au sens où on remet une partie de soi-même à un collectif, comme le requiert l'engagement politique, syndical ou associatif, etc. Associatif, c'est un peu différent, mais c'est plus tellement en vogue. Et donc, il y a un côté très séduisant, en fait, à ça. Tu vois, s'en remettre à des citations de Gandhi ou je sais pas quoi. Alors, on a une citation. Non, j'allais dire, on a une citation. Un petit peu, non. On a dans le chat Cital46. Et après, il faudrait parler de LinkedIn. Olivia Chambard nous dit Cital46. Donc, Olivia Chambard montre dans ses travaux de sociologie comment le développement personnel est lié au développement du discours d'entreprise dans l'université. Être entrepreneur de soi-même, c'est purement libéral. Voilà. Ouais, c'est ça. On y revient. Et on voit aussi alors, que dans les entreprises, il y a une mise en avant, il y a une espèce d'animation faite par les directions sur les personnes elles-mêmes et qui se fait au détriment, alors je ne pense pas que ça soit fortuit, qui se fait au détriment des actions collectives et des syndicats. C'est pas un hasard si les syndicats ont perdu énormément d'adhérents au fil des années. Cette personnification, cette personnalisation, elle joue aussi. Et ça se voit aussi notamment sur les politiques de rémunération qui sont maintenant devenues extrêmement individualisées. C'est très rare maintenant, vu qu'il n'y a plus de syndicats pour les porter, il n'y a plus d'augmentation collective en dehors des conflits dans les entreprises. C'est pas un hasard. Hein. D'évaluation individuelle. Ou même il y a de plus en plus dans beaucoup de firmes, de plus en plus de recours à des statuts du type consultant, enfin des choses qui ne sont pas, des statuts qui ne sont pas strictement des salariés de l'organisation, mais des atomes en fait extérieurs. Tout ça, il y a le grand livre de Chapelot et Boltanski, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui en parle beaucoup. C'est vraiment le centre de la réflexion. La transformation des entreprises, du type d'entreprise, d'un côté très hiérarchisé, très bureaucratisé, avec toute une hiérarchie, vers quelque chose de soi-disant, vers une entreprise plus horizontale, qui fonctionne moins comme une pyramide, et plutôt comme un réseau, etc., et qui est accompagné par tout ce discours de nouveau management ou de développement personnel, et ce genre de choses. Ouais, ça, maintenant, ça commence à être assez bien connu. Et qui arrive avec les dégâts que l'on sait dans les services publics. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, on devient beaucoup trop sérieux. Je pense qu'on va retourner à la vidéo. Parce que sinon, voilà quoi. Il y a déjà des gens qui commencent à s'en aller. Revenez, on relance la vidéo. Allez, c'est reparti. Ouvrir ce chemin car il est indispensable que nous puissions prendre notre destin en main. Donner, offrir à la gauche, à l'écologie, l'élan. Ah, c'est beau comme du Macron, mais élan vers quoi? L'élan qui permet d'aller, d'envisager, de construire des victoires essentielles pour une écologie solidaire. L'écologie solidaire, que la promesse républicaine soit tenue, la promesse républicaine, des réponses pour la justice sociale, que la justice sociale, où la justice sociale progresse, nos idéaux sont notre boussole. Ah, des grands mots qui parlent à la gauche, mais il faut dire le type de politique auquel ils renvoient. Sinon ce sont de beaux sacs, mais vides. Pareil avec les grandes figures tutélaires de la gauche, réduites à des stars sur un panneau publicitaire.
Ces grandes figures sont celles de Jean Jaurès, Léon Gambetta, celles de Léon Blum, Pierre Mendès France, Mitterrand, Gisèle Halimi, Robert Badinter. Achetez ma bonne soupe, j'ai mis Jean Jaurès sur la boîte. Par contre, quand il faut dire capitalisme, alors là, il n'y a plus personne. J'en appelle aux militantes et aux militants communistes, dont je connais aussi la belle histoire. Cette constance dans la lutte contre Attendez, je demande l'avis du public. contre la toute-puissance qui construit des précarités. La toute-puissance qui construit des précarités. 17 minutes de discours. Aucune indication pour rendre compatibles les différents programmes, pas non plus d'indication précise sur la nature des menaces et leur incarnation concrète dans des adversaires politiques. On veut pourtant savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut faire, quand bien même elle vise des compromis avec les autres partis, parce qu'à la fin c'est bien Christiane Taubira dans cette optique qui serait à l'Élysée. Donc là, soit vous êtes charitable et vous dites qu'autant de manœuvres c'est parce que Taubira n'a aucune orientation concrète et précise à donner, soit vous êtes un peu plus taquin, un peu plus acide, et vous dites que c'est pour éviter d'avoir à défendre des orientations qui feraient justement pas du tout consensus à gauche. Alors Serge, plutôt taquin ou plutôt civique? Ouais. En réécoutant ça, moi, ça me fait penser aussi, tu sais, au sketch de Franck Lepage, là où il enchaîne les mots, voilà, d'une espèce de jargon Du avec management. des mots imposés que tu peux enchaîner à l'appel sans que ça veuille jamais rien dire. Ça peut être mis dans Et on n'importe pourrait quel croire sens. que c'est un Et effet de elle a fait montage, ça. mais si vous réécoutez les 17 minutes de ce discours-là, juste au moment de sa victoire à la primaire populaire, c'est pas un effet malhonnête de montage, c'est vraiment c'est 17 minutes vraiment où elle ne dit vraiment rien, quoi. Elle enchaîne des jolis mots comme ça. Ouais. Et donc c'est même pas moi qui essaye de vraiment concentrer tout le côté un peu vide qu'il y a pu avoir dans son discours. Non, c'est vraiment son discours qui est absolument creux et vide, quoi. Ça Alors fait un peu justement, mal au cœur même. Fourmi77 dans le chat demande pourquoi faire un discours si long quand on n'a rien à dire. Parce que finalement, c'est Ouais, non, c'est vrai, on ouais. analyse, on se rend compte qu'il y a un problème, mais la cause du truc, quoi. Pourquoi Parce que, mettons, si elle avait pris 4-5 minutes pour remercier tout le monde et pour dire c'est donc un nouvel élan d'espoir qui me rappelle l'élan de Jean Jaurès ou je sais pas quoi, et puis voilà, emballer, c'est peser. Mais là, en fait, elle étire le truc sur un quart d'heure, et du coup, ça se voit qu'elle a rien à dire. Alors que si elle avait dit la même chose en 3 minutes, bah, ça aurait pareil. Enfin, on n'aurait pas vu le côté. On aurait vu le côté creux, mais ça aurait moins été choquant que pendant un quart d'heure. Bah, le seul truc qu'elle avait à vendre, en fin de compte, c'était sa réputation, son image d'oratrice de l'époque du mariage pour tous, où elle avait fait des discours à l'Assemblée. Voilà, donc il fallait qu'elle resserve un grand discours flamboyant. Bon. Tu vois, et je pense, moi, ma position sur la candidature Taubira, c'est que, en fait, c'est dommage de, entre guillemets, finir sa carrière politique là-dessus. C'est un peu comme, tu vois, le footballeur ou le chanteur qui fait le concert de trop, en fait. Alors qu'elle avait une super image dans la gauche, parce que, voilà, elle a remporté quelques combats, elle a eu quelques punchlines excellentes. Et là, en fait, elle est allée s'abîmer dans cette espèce de truc, de processus de primaire populaire avec une candidature improvisée qui ne mène à rien et qui finit comme ça en eau de boudin. C'est vraiment con, en fait, de finir comme ça. Surtout qu'en plus, on est allé gratter sur ses positions de l'époque et comme Framond de frustration, on a gratté sur ses positions de l'époque et qui a montré, ah, vous voyez, ça ressemble à du Macron 2017. Donc, c'est un peu con, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, c'est un raté total, en fait, cette affaire-là. C'est vrai que Macron, on attend toujours de savoir ce qu'il y avait dans son programme 2017. Enfin, sauf ceux qui ont voulu lire son livre, mais ouais, ils se on reconnaîtront. toujours, mais bon, on s'est tapé disons, 5 ans de réforme néolibérale, donc on commence à voir ce qu'il a dans la tête quand même. Oui, là, on a le recul pour le coup. Hein. Alors, on n'est pas loin d'être à la fin. Hein. Il reste une petite minute, on y va. Et qui constituait par exemple son programme de 2002, en quelque sorte macroniste avant l'heure, baisse des cotisations sociales, plus de retraites par capitalisation, ou renforcement des pouvoirs du président. En tout cas, la primaire populaire, c'est vraiment une réussite. Un temps gigantesque perdu à en parler, pas de rassemblement, mais une candidature supplémentaire, improvisée et sans programme. Et je rajoute avec le recul 1,3 million d'euros quand même. Hein. Ah oui. 1,3 million d'euros qui sont partis on ne sait pas où, finalement, parce que
enfin, je pense que n'importe quel informaticien pourra coder un programme de vote, même avec leur truc là, pour moins que ça quand même. Hein. Et il va devenir quoi cet argent? On ne sait pas trop pour l'instant. Bah, il a servi à payer les membres de l'association et tout ça. Ouais, c'est quoi. ça. C'est ça. Alors, il paraît que, vous l'avez entendu dans le, peut-être si vous avez regardé la matinale d'hier matin, Théophile disait qu'il avait réinvité le gars là, qui avait fait ça, je ne sais plus son nom. Gribowski. Ouais, c'est Ouais. ça. Qui était déjà passé hein, sur le média, qui avait fait un petit combat avec David Giraud. Et là, a priori, il va revenir pour s'expliquer. Donc déjà, je trouve que c'est quand même assez honnête de sa part, mais ça risque d'être une sortie de rame bien Ouais. comme il faut, quoi. Hein. Ouais, bah, surtout que du coup, lui, il va sur une position qui est même pas celle de ce pourquoi on votait, disons, enfin, ce à quoi a abouti le vote majoritaire. Et c'est ça. Parce que maintenant, il appelle à voter Mélenchon, mais ça a été décidé par 30 pelés dans leur truc. Quoi. Et Mathilde Imer, là, donc là, un peu celle qui était numéro 2 ou co-numéro 1 de la primaire populaire, qu'on voyait dans tous les passages médias, elle s'est retirée du processus de primaire populaire. Sur Twitter, elle a fait un thread pour dire qu'elle sortait de là. Depuis le départ, il n'y a rien qui s'est passé correctement. Non, Enfin, il n'y a rien qui allait de toute façon. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, mais c'est un sketch quand même qui est inspirant. Alors, mais il y a quand même presque 500 000 personnes qui ont participé à ça. Quoi. Oui, moi je comprends l'aspect séducteur. Enfin, je veux dire, quand on est un peu quand on se reconnaît pas trop dans l'engagement partisan et tout ça, on se dit, enfin, le raisonnement n'est pas absurde a priori. Le raisonnement qui consiste à se dire, faudrait peut-être trouver une méthode pour faire de l'unité, et là on verrait on aurait la preuve soi-disant que c'est bien les partis qui divisaient la gauche, etc. Ça paraît séduisant hein, que sur le papier en fait cette idée-là. Mais l'idée que l'unité va se faire sans énorme discussion sur le fond et peut-être même sans départage par le vote, c'est naïf en fait, je crois. Alors, on pourra demander l'avis de Fourmi77 dans le chat, toujours, qui dit qu'il ou elle, je ne sais pas, a voté. Il a donné son numéro de CB et qu'il espère qu'ils ne vont pas se rembourser sur sa CB. Donc voilà, en tout cas, voilà, on a dans le chat quelqu'un qui a participé à la primaire populaire, peut-être d'autres personnes. C'est pas un mal en soi, hein. Effectivement, c'était vraiment une bonne idée. Mais est-ce que les personnes qui l'ont initié, au-delà de l'idée, ils ont commencé à voir le début d'une bonne pratique? C'est moins sûr en tout cas. Ouais. Puis, voilà. Allez, on y retourne. Mais une candidature qui donne un élan, un souffle, un espoir. Réinventons la gauche, réinventons-nous nous-mêmes pour un demain partagé et enfin fraternel, qui est déjà le futur de la République au présent. À la semaine prochaine. Je sens que je suis pas prêt de soigner ma misophonie. Ah, tu pourrais le faire en fait. Ouais, c'est ça. Avec les codes, on pourrait même, je pense, il en existe d'autres dans d'autres milieux, faire un générateur de discours directement. Ouais, carrément. Un petit générateur de langue de bois. Ouais, voilà, c'était Christiane Taubira. Ouais. Alors, c'est très intéressant, tu viens d'utiliser l'expression langue de bois et ça me permet de revenir sur une question qui a été posée dans le chat. J'avais dit on la gardera pour plus tard. C'était Cital46 qui voulait te demander si tu envisageais de reprendre un jour tes vidéos sur la langue de bois, justement. On sort un peu du sujet, mais c'est une question du chat, donc on y va. Ouais, il faudrait, hein, je suis bien d'accord, ça me retente. Là, en fait, on s'aperçoit que c'est assez proche de ce que je faisais. Les vidéos que je fais là sont assez proches, notamment celle-ci, là, sur Christiane Taubira, des toutes premières vidéos que je faisais sur YouTube. Ouais, ça me retente très bien. Bon, j'ai pas le temps, en fait. Avec la bûche, c'est ça, la bûche de Noël ouais, tous les langues de bois au début, sur faire la pédagogie, les réformes nécessaires et tout ça. Je trouvais que c'est des très bonnes vidéos, en fait, qui n'ont pas vieilli tant que ça. Mais oui, il faudrait s'y remettre, ouais, c'est clair. Il faudrait que j'ai du temps pour faire ça. Pour ceux qui sont intéressés, on vous renvoie vers notre
première émission qu'on a faite avec Fabrice, où on parlait un petit peu du parcours, des vidéos du début, etc. N'hésitez pas, même si c'est un peu long. Comme ce soir, on va encore battre un record, j'ai l'impression, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais c'était vraiment passionnant et ça passe très très vite. Fourmi77 précise qu'il n'était pas séduit du tout par la primaire populaire, qui s'est inscrit quand il a vu Taubira arriver et il a apporté sa contribution pour l'écarter du jeu. D'accord. Le barrage. Donc, en fait, c'est bon, oui, tu peux rester. Il y avait plein de participations stratégiques aussi. Oui, voilà. La bûche, Cital 46 se souvient de la bûche, oui, également, comme moi. Voilà. Ouais, on voit qu'ils suivent. Il y a des gens qui suivent. Il y a des fans. Alors écoutez, peut-être vous avez chacun un dernier mot à dire. Moi, je vais préparer mon petit laïus de fin que je n'ai pas écrit. Je vais piquer celui de la dernière fois pendant ce temps. Allez-y. Puisqu'on parlait de la bûche, on peut quand même inviter les gens à aller voir la chaîne YouTube du Stagirite, en plus de celle du média. Et de celle des socios engagés. Voilà. Voilà. Donc effectivement, oui, vous pouvez aller voir les 3 vidéos. Fabrice, un petit dernier mot? Non, mais juste là, on a vu 3 vidéos qui sont en fait intéressantes parce qu'elles sont un peu différentes. Bon, celles sur Mélenchon et Taubira sont assez proches, mais on voit bien qu'elles sont assez distinctes de celles sur Pécresse. Parce que celle sur Pécresse, c'est vraiment une analyse rigoureuse de sa rhétorique et de son argumentation, où on démonte point par point, un peu à la Clément Viktorovitch, vous voyez. Oui. On démonte point par point son argumentaire. C'est beaucoup plus analytique, et les 2 autres sur Taubira, c'est un peu entre les deux. Puis celle sur Mélenchon, il y a un peu plus de détente et tout ça. Donc, il y a du lait fraise. Le lait fraise, ça détend tout de suite. Hein. Je sais pas quel est le meilleur format. En fait, c'est au moment où je prépare le sujet, en fait, c'est vraiment au regard du matériau que j'ai sous les yeux, en fait, va un peu se déterminer la forme que va prendre la vidéo. Et donc, ça va donner des choses un peu différentes comme ça. C'est pas plus mal. Ouais. Alors, je précise ce que je viens de dire. Le lait fraise, si c'est un lait de soja fraise, c'est mieux. Ça détend plus. Voilà. Mais bon. C'est bon, le bon lait de vache avec des protéines comme de la bonne viande. Alors, il est temps de rendre l'antenne. Allez, trempez votre steak dans votre verre de lait. De toute façon, ça vient probablement du même animal. Donc, voilà quoi. Voilà. Je ne pensais pas qu'on allait finir comme ça. Fabrice, merci beaucoup vraiment d'avoir joué le jeu de cette peut-être nouveauté, de cette première nouveauté pour nous, puisque jusque-là, on avait reçu des participants du média pour connaître un petit peu leur parcours, etc. Tu avais déjà joué le jeu la première fois, c'était vraiment sympa. Là, tu inaugures une nouvelle version, on va dire, de notre émission qui consiste à un petit peu faire du débrief des émissions. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on envisageait au départ, et puis on est content de pouvoir le faire. On espère qu'on pourra le faire avec d'autres salariés du média. Voilà, petit message personnel à ceux qui savent. Voilà. Les vrais et saches. Puis, alors, on va dire qu'il est temps de remercier Cory. Si Cory, tu es encore dans le chat, il est temps de te remercier. Voilà, ce qui veut dire que c'est l'heure de fini. Merci Cital 46 et merci qui remercie Fabrice et qui remercie tout le monde. Donc, merci à toi d'être là. C'est important aussi qu'on ne soit pas tout seul dans Internet à parler dans le vide intersidéral. N'oubliez pas que la première chose que vous pouvez faire pour soutenir le média, c'est de regarder ces émissions. Mais c'est aussi de vous abonner si vous le pouvez, de devenir sociétaire à partir de 5 € par mois, éventuellement de faire un don ponctuel ou régulier. Vous pouvez aussi suivre le média sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre les socios engagés sur l'ensemble de ces réseaux et même sur Mastodon. Et d'ailleurs, le média est aussi sur Mastodon, voilà, même si c'est moins connu. Et puis évidemment, vous devez suivre Fabrice le Stagirite sur ses réseaux sociaux à lui. On se quitte comme d'habitude en musique avec La solitude de l'homme de bar. Allez, à très bientôt. On garde un petit peu de musique pour la fin. Ciao. Ciao. Ciao.